Donc bonjour à tous et merci d'être présents parmi nous aujourd'hui pour notre réunion trimestrielle à Paris. Donc avant de débuter, je voulais vous présenter une partie de l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui avec Giuseppe Peron, président gérant, David Mellul, directeur général. Derrière, j'ai David Wiersbach, co-directeur du développement. Au fond de la salle, j'ai François Bazin, en charge du développement international. Et vous avez aussi tous les analystes que vous allez voir parler tout à l'heure. Et moi-même, Franck Hervé, qui suis le directeur du développement de Varenne Capital. Alors la présentation va se dérouler de la façon suivante. Nous allons débuter par faire un bilan de la gestion, puis après nous aborderons nos 4 stratégies que sont le long equity, le short equity, les situations spéciales et les couvertures macroéconomiques. Je vais laisser la parole maintenant à Giuseppe qui va débuter la présentation. Merci. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre présentation trimestrielle. Je vais, avant de passer en revue les contributeurs et les clés directeurs de la performance sur les différentes stratégies, je vais commencer juste très rapidement pour vous donner quelques repères sur notre gestion. Je sais que la plupart dans la salle connaissent ce que nous faisons, donc je vais aller très très vite, mais je resterai à votre disposition ici près de l'écran pour d'éventuels approfondissements. Donc, Varenne Capital, notre objectif c'est délivrer une performance d'excellence dans la durée, avec les minimums de prise de risque nécessaires à obtenir ces résultats. Comment nous les faisons? Eh bien, déjà, en quelque sorte, en déployant et en travaillant autour de plusieurs axes de valeur ajoutée. Donc, le premier axe de valeur ajoutée, c'est la stratégie elle-même, puisque nous combinons dans une seule stratégie plusieurs moteurs de performance en même temps, donc de façon concomitante. Pour la raison simple, en quelque sorte, de créer un profil de rendement risque supérieur à la gestion traditionnelle, mais également probablement à la gestion alternative traditionnelle comme les fonds long short que vous pouvez connaître. Donc ces moteurs ils sont ici indiqués sur l'écran. Donc c'est tout d'abord les long equity long equity, les longs actions, c'est les véritables piliers sur lesquels l'ensemble de la gestion repose. C'est grâce à cette composante qu'on peut délivrer dans la durée les performances que vous connaissez et certainement je dirais tout au long du cycle, c'est là où vous pouvez vous attendre à voir la plupart de la contribution dans la durée. Les short equity, ou plutôt les trois autres stratégies, short, action, arbitrage de fusion-acquisition et couverture macroéconomique, ont un rôle différent en fait. Ils jouent en décorrélation. Sous les shorts, je crois qu'il y a une caractéristique que nous mettons en avant très souvent. Chez Varenne, les shorts, c'est une stratégie à part. Nous n'avons pas comme vocation de couvrir les longs avec les short equity. C'est une stratégie qui vit sa vie, qui est gérée d'ailleurs par une équipe différente et qui a un intérêt, comme vous l'avez certainement perçu l'année dernière, de générer de la performance au moment où la poche longue action souffre un tout petit peu plus, par exemple, soit dans des moments, je veux dire, des ralentissements économiques, soit tout simplement dans des situations de volatilité sur les marchés. Merger arbitrage, donc arbitrage de fusion-acquisition, là on a véritablement un fonds dans les fonds. Donc c'est une stratégie qui nous permet de réduire la corrélation générale des fonds aux indices. C'est une stratégie qui permet, surtout dans une année comme l'année dernière, c'est une stratégie qui a énormément contribué. Tout simplement parce que c'est lors de la volatilité et des dislocations que typiquement, les spreads s'écartent et la rentabilité revient sur ces stratégies. Donc, c'est à ces moments-là que nous déployons des capitaux. Sur les années comme celle que nous vivons aujourd'hui, c'est une stratégie qui va continuer à contribuer. Vous en sentirez un petit peu moins la présence et l'importance, mais on sait parfaitement qu'elle va générer, comme elle l'a fait l'année dernière, une performance positive qui nous aidera d'ailleurs à couvrir les budgets des couvertures sur les risques, sur la couverture macro. Donc, parlons de couverture macro pour terminer. C'est là que les couvertures véritablement du risque marché, véritablement se fait, à la différence d'un fonds long short, dans lesquels souvent les short actions auront vocation à couvrir les risques des marchés du long equity. Ce n'est pas le cas chez nous. Les couvertures se font à ce niveau-là et elles se font en identifiant ce que nous appelons les racines du risque marché et en les couvrant
par les biais d'instruments asymétriques, qui soient des types optionnels ou des positions directionnelles avec un profil de rendement risque encore une fois asymétrique. Mais on va y venir. Donc, très rapidement, d'autres axes de valeur ajoutée très importants, l'organisation elle-même, puisqu'elle est fondée sur un processus structuré et formalisé, un processus qui lui-même met en œuvre des méthodologies formalisées que nous avons étudiées à la recherche et développement parfois pendant des années et qui se base et se fonde sur des développements des systèmes d'information très importants dans lesquels nous continuons à investir. Nous avons depuis 15 ans investi dans nos systèmes et ceci nous permet je dirais, de nous affranchir entièrement de la recherche tierce. Donc, chez Varenne, toute la recherche est propriétaire. En aucun cas, nous faisons appel à la recherche sell-side pour alimenter nos équipes à l'idée d'investissement, ni pour les analyser. On viendra sur ces points plusieurs fois dans la présentation. Si vous regardez juste à ce niveau-là, l'amplitude du système d'information et je dirais sa construction. Juste un ou deux mots, un ou deux messages. Les premiers, ça nous permet de faire, en quelque sorte, travailler ensemble, d'intégrer des sources d'informations très différentes. Vous les voyez pour certaines ici, Bloomberg, FactSet, Standard & Poor's, MarketMap, etc. Donc ceci nous permet de générer nous-mêmes des bases de données comme celle-ci, les bases de données fondamentales et comportementales, qui permettent de générer des idées, et je vous en donnerai quelques exemples dans la présentation, de façon totalement indépendante de celles qui peuvent être proposées par la recherche sell-side. Sur cette infrastructure, il y a évidemment l'équipe qui est au cœur du dispositif. Et comme vous le savez, là encore, nous avons une organisation un peu différente avec une équipe d'analyse d'investissement au centre et les deux équipes de recherche d'information à gauche et des supports au processus à droite. Support au processus, c'est essentiellement le système d'information, je viens d'en parler. Et l'InfoSearch, c'est une équipe qui alimente l'équipe d'analyse d'investissement en information brute, puisque, comme je vous le disais, il est totalement interdit chez Varenne de faire appel au recours à des dossiers, par exemple des brokers, à des rapports des brokers ou à toute autre étude de type sell-side. Donc nous devons le faire en interne. Donc si on vient justement et on zoome sur l'équipe de gestion, alors un concept tout d'abord, donc tous les analystes gérants sont spécialisés par stratégie. Donc nous voulons au moins 2 personnes sur chacune des sous-stratégies et ceci est coordonné au niveau du comité d'investissement. Ce qu'on peut dire de l'équipe. Alors déjà, 13 personnes aujourd'hui, 13 personnes avec l'arrivée de Nicolas Vargas cette année et l'année dernière d'Aliénor Cazel. Donc c'est une équipe qui est à la fois très stable, donc il y a très peu de changements, de turnover dans cette équipe, et évidemment ceci est une grande fierté pour nous, mais aussi une équipe qui grandit avec des jeunes qui nous rejoignent et qui sont formés à nos méthodes qui sont très très différentes de celles que vous pouvez parfois avoir en banque d'affaires ou dans la gestion, on va dire, traditionnelle. Donc cela requiert une formation de plusieurs années avant d'être opérationnel. Ce qu'on peut dire sur les trimestres au niveau de l'équipe, donc c'est une équipe qui, comme je le disais, est très stable, mais qui évolue également, à la fois pour certains de nos analystes en périmètre ou en responsabilité. Donc par exemple, vous l'avez peut-être vu avec nos communiqués, au mois de mars, nous avons nommé Bertrand Vore responsable et manager de l'équipe des situations spéciales, donc l'arbitrage des fusions-acquisitions, une équipe qui s'était elle-même, je dirais, renforcée avec l'arrivée d'abord de Michael Ifra et après Aliénor Cazel. Donc bravo Bertrand. Et c'est dans l'idée, c'est quelque chose qu'on a vécu déjà avec
bien d'autres collaborateurs, étendre les périmètres, leur donner plus de responsabilités dans la croissance et accompagner la croissance, c'est véritablement un objectif que nous avons. Vous savez, peut-être nous avons des formes, nous incitons à la formation. Par exemple, dans les CFA, on a un programme qui tout simplement prend en charge l'ensemble des frais pour les études CFA, mais aussi évidemment, elle dégage le temps pour que les analystes puissent le faire. Donc, Aliénor, on en a déjà parlé, Nicolas, qui d'ailleurs nous apporte encore une nationalité de plus. Donc, bienvenue à Nicolas. Pour ce qui est de l'organigramme opérationnel, alors là, ça va encore un peu plus vite probablement, parce qu'avec la croissance, on est obligé de faire suivre et en quelque sorte améliorer notre capacité à répondre aux besoins du régulateur, mais également aux besoins de l'investisseur. Donc, ici, moi, si je prends un peu de gauche à droite, on en a déjà parlé de l'arrivée de Louis Meredith Smith en relation investisseur. Lui, c'est ici dans la salle et vous pouvez certainement lui parler. Si vous avez besoin d'informations ou des questions spécifiques, il sera à votre disposition. Puis, si on passe à la partie plus middle office opération, donc des choses à signaler. Pardon. La première, c'est l'arrivée de Tofik Rida en middle office pendant le trimestre, ce qui a permis à Morgan Le Guyader d'élargir son périmètre et de prendre la responsabilité des opérations. Si on continue sur la droite, nous avons toujours une nouvelle personne qui nous a rejoint sur les développements informatiques, donc Benjamin Azuelos, sous la responsabilité de Vincent Les Sauvages. Et puis, si je continue un tout petit peu, ici au niveau du développement, donc Ian Wilkins qui nous a rejoint, il est basé à Londres pour le développement international. Avec Ian, en plus d'Ian, nous avons un recrutement en cours pour un commercial ou un business developer, comme on dit dans ces mondes, senior en Belgique. Alors vous vous souvenez, Rob Van den Broek qui est parti, donc on a aujourd'hui souhaité changer un tout petit peu la façon dont on adressait les marchés belges. Et donc cette personne, dont le nom sera, je pense, annoncé assez brièvement, il est basé en Belgique. Et pour terminer, Franck en a déjà un peu parlé, donc on a une évolution également au sein de l'équipe de Business Development en France, et notamment David Wiersbach qui voit son périmètre déjà s'élargir au-delà des CGP et qui était nommé co-directeur de développement, et en binôme avec Franck adressera donc non seulement la clientèle des CGP, mais l'ensemble de la clientèle dans les pays francophones. Donc bravo David. Allez-y, vous pouvez les féliciter. Bien, donc voilà, tout ça pour vous dire, on évolue vite, on essaye toujours d'investir avant, en quelque sorte, que la structure devienne un tout petit peu tendue, et donc c'est ce que nous continuons à faire. Donc avec ceci, je passe la parole à Franck pour parler rapidement de la gamme, et on reviendra sur le reste. Merci. Alors, un rappel de la gamme. Donc, chez Varenne, nous gérons 5 fonds, 4 fonds de droit français et un fonds de droit anglo-saxon. 2 fonds sur la stratégie UCITS, qui sont Varenne Valeur et Varenne Global, et 3 fonds sur la stratégie non-UCITS, qui sont Varenne Sélection, Varenne Global Sélection et The Value Active Fund. Ces 5 fonds utilisent nos 4 moteurs de performance concomitants et complémentaires, que sont le long equity, le short equity, l'édition spéciale et les couvertures macroéconomiques. Ceci afin de vous offrir le potentiel de croissance des actions en limitant très fortement le downside et surtout avec une décorrélation très significative. Sur ce slide, vous avez la performance de nos fonds dans le temps, et nous sommes satisfaits de la performance de nos fonds sur plusieurs années, et notamment de la combinaison 2018-2019, car nos fonds ont très bien résisté en 2018, et leurs pertes limitées ont été vite compensées en 2019, puisque Varenne Valeur délivre une performance year-to-date au 5 avril de 7,09%, Varenne Global de plus 7,92%, Varenne Sélection de plus 14,74%,
Varenne Global Selection de plus 14,99% et The Value Active Fund de plus 16,12%. Alors, je vais laisser maintenant la parole à David, qui va rentrer plus en détail dans la contribution de chaque stratégie à la performance de nos fonds. Bonjour à toutes et à tous. Alors comme nous avons maintenant l'habitude de le faire, je vais vous proposer une grille de lecture de la performance de notre gamme au cours du premier trimestre. Donc le premier trimestre qui est quand même un environnement, on a connu un environnement un peu particulier avec un marché qui a été très bien orienté de façon presque continue tout au long du trimestre. Donc évidemment la stratégie longue action, le socle du portefeuille a porté la performance de tous nos fonds. On observe un décalage entre la performance de notre gamme UCITS, Varenne Valeur, Varenne Global, versus notre gamme de fonds professionnels, Varenne Sélection, Varenne Global Sélection et The Value Active Fund. Pour mémoire, cela s'explique par les règles de construction de portefeuille qui sont propres à nos fonds professionnels. Nos fonds professionnels sont plus concentrés, donc 10 à 15 positions quand vous en aurez 20 à 25 sur la poche longue action sur les fonds UCITS, et également plus exposés et plus concentrés sur nos plus fortes convictions. Ce sont précisément ces fortes convictions qui se sont très bien comportées au cours du premier trimestre et qui ont permis d'afficher une performance sur la poche longue action de plus de 20% sur les fonds professionnels. Donc nous sommes très satisfaits du comportement de cette poche. Viennent ensuite les trois stratégies de décorrélation et de couverture. La stratégie short tout d'abord. Alors, avant de rentrer dans le détail de la performance négative, il faut quand même garder en tête que la stratégie short a été réactivée en cours d'année 2018, que c'est précisément cette stratégie qui a été la plus forte en termes de contribution au quatrième trimestre 2018, au moment où nous en avions le plus besoin. Et dans cet environnement haussier, clairement le vent est un vent de face sur cette stratégie-là, donc une contribution négative après une contribution très importante au quatrième trimestre. Vient ensuite la stratégie de merger arbitrage. Là, on est en ligne avec nos attentes. C'est une stratégie qui a amené 3 mois de contribution positive. Donc un rendement complémentaire, une baisse de la volatilité globale sur toute la gamme. Très à l'aise avec ce comportement. Bertrand et Michael reviendront plus en détail tout à l'heure sur la stratégie, l'actualité de cette stratégie et les risques qu'on voit apparaître. Vient enfin la quatrième stratégie, la stratégie de couverture macroéconomique. Et là encore, comme la stratégie short, au-delà de la performance négative sur le premier trimestre, il faut garder en tête que l'année dernière, dans toutes les phases de stress, précisément cette stratégie nous a permis de très bien amortir les baisses de marché. Au quatrième trimestre, là encore une contribution positive. Et dans cet environnement haussier, eh bien oui, une performance négative au premier trimestre. On pouvez s'y attendre. Maintenant, on attend de voir comment les choses vont évoluer, puisque si je vous propose maintenant le classement des 4 moteurs au cours du premier trimestre, sans surprise, on observe que la poche longue action a porté la performance de notre gamme. Ce qu'on observe sur Varenne Valeur est également vrai pour le reste de la gamme, c'est-à-dire que la poche longue action qui a été le meilleur contributeur au cours des 3 premiers mois de l'année, vient ensuite la stratégie de merger arbitrage et les 2 autres stratégies qui sont plus importantes dans des environnements d'incertitude ou de baisse de marché. Ce constat, on le fait aussi sur Varenne Sélection. Toutefois, à l'image de ce qu'on a pu observer l'année dernière, eh bien, dès que les marchés commencent un petit peu à s'agiter, on voit cet ordre modifié. On a eu l'année dernière nos 4 moteurs qui se sont relayés pour devenir le meilleur contributeur. Dans cet environnement haussier, c'est la poche longue action, c'est le socle du portefeuille. On peut anticiper que l'année 2019 sera peut-être pas totalement à l'image de ces 3 premiers mois, et à ce moment-là, cet ordre pourrait être bousculé. On vous donnera des éléments de contribution plus détaillés dans la présentation. JP reviendra dessus sur la poche longue, et nous tenons à votre disposition les chiffres mois par mois pour chacun des moteurs pour l'ensemble de la gamme. Voilà, je repasse maintenant la parole à Franck. Merci. Merci David. Alors là, vous avez fonds par fonds. Donc sur ce slide, vous avez la performance de Varenne Valeur mois par mois, année par année. Donc je laisserai, je pense que vous connaissez déjà ce slide. Ce qui est intéressant de regarder sur ce slide, en fait, c'est quand vous avez des chocs de marché, c'est la résilience de nos fonds et de notre gestion sur des chocs de marché très forts. Alors le coup prend de risque, Varenne Valeur délivre une performance sur 5 ans de plus 30,61% pour une volatilité inférieure à 9%, seulement de 8,28%. Varenne Sélection, la même chose, la performance mois par mois, année par année et la résilience dans des marchés baissiers.
Pareil, le couperet de Maurice, Varenne Sélection délivre une performance sur 5 ans de plus de 58%, avec une volatilité maîtrisée de 11%, et une performance sur 10 ans de plus de 363% pour une volatilité seulement de 12%. Varenne Global Sélection, la même chose, résilience dans des marchés baissiers, dans des chocs de marché très forts. Ici, son couperet de Maurice, performance sur 5 ans de plus de 37%, avec une vol assez basse, qui est inférieure à 8%. La même chose sur Varenne Global Sélection, une performance sur 5 ans de plus de 67% et une volatilité maîtrisée de 12%. The Value Active Fund, on vous a joint aussi le couperet de Maurice de notre fonds anglo-saxon, une performance sur 10 ans de plus de 400%, de 419%, pour une volatilité seulement de 11%. Je laisse maintenant la parole à Giuseppe qui va rentrer plus en détail dans la gestion. Merci. Bien, donc nous pouvons rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc allons maintenant dans les clés de lecture de la performance avec les principaux contributeurs, les mouvements du trimestre et notre positionnement pour la suite. Donc on va commencer avec la poche long equity. Donc je vous rappelais nos capacités d'intervention en longue action sont doubles aujourd'hui. Donc nous avons d'un côté la sélection individuelle qui reste l'équerre et la plupart, la grande majorité des l'exposition du portefeuille. C'est l'enterprise picking que vous voyez ici sur l'écran. Et après, je toucherai un mot également notre capacité à intervenir par construction de paniers ou indices je dirais, à diversifier dans une logique je dirais, des complémentarités par rapport à ce que nous faisons sur l'enterprise picking. Donc, si nous nous concentrons sur la poche action, je dirais, concentrée, là, on retrouve un certain, je crois que beaucoup parmi vous le connaissent, mais je vais quand même très rapidement revenir sur quelques points qui me semblent essentiels. Donc, on retrouve notre stratégie en quelque sorte d'origine, dans laquelle nous nous activons pour in fine, construire un portefeuille d'entreprises de bonne ou excellente qualité économique que nous pouvons acheter à une forte cote par rapport à la valeur que nous estimons être celle qui, en quelque sorte, représente une approximation de la valeur intrinsèque de l'entreprise. Donc, comment nous le faisons? Tout simplement, déjà, je dirais, il y a deux grandes sources de valeur ajoutée et je vous donnerai un exemple, je crois, assez parlant par la suite. Le premier, c'est la génération d'idées. Tout d'abord, on peut ajouter de la valeur tout simplement en ne pas voulant recevoir les appels entrants des on va dire des vendeurs actions qui en quelque sorte ils sont en train alors on dit en anglais pitcher, c'est-à-dire proposer la même idée en même temps à l'ensemble de la place. Ceci pour nous n'apporte aucune valeur ajoutée. Nous générons nos idées en interne grâce à nos bases de données comportementales et fondamentales. Je vous en donnerai un exemple tout à l'heure. Ce sont des bases de données sophistiquées qui couvrent plus de 60 pays avec des millions d'informations que nous gérons à ces niveaux-là. Et puis, je dirais en analyse. Donc, une fois que nous générons l'idée, nous l'analysons en interne. Et cette analyse se fait avec des approches qui sont vraiment pas loin de celles qu'on aurait dans les non-cotés, c'est-à-dire imaginez un fonds de private equity ou de venture capital, on travaille de la même façon, on mène une due diligence. Cette due diligence, elle se fait autour des 4 grands modules qui sont l'analyse des risques, l'analyse financière, l'analyse business et métier, si vous voulez, et donc sur l'entreprise, et l'analyse industrielle, sur tout ce qui est autour de l'entreprise, les secteurs. Donc ces quatre modules, in fine, vont nous donner deux livrables. Le premier, c'est la valorisation, qui est une estimation évidemment, et le deuxième, c'est quelque chose que nous avons, je reviens à la page 27, que nous avons créé, c'est-à-dire une échelle ici sur la gauche des valorisations, des qualités économiques. C'est une notation assez semblable à celle que vous pouvez avoir sur les crédits, mais appliquée à l'equity. Alors, je reviendrai dans une seconde pour vous expliquer comment, d'ailleurs, nous arrivons à ceci. Alors, pour vous donner une idée de comment nous pouvons noter des entreprises au niveau de leur qualité économique, je crois que le plus simple, c'est de regarder ce que nous cherchons dans ces entreprises. Alors,
pour qu'une entreprise puisse faire partie de notre sélection, il faut qu'elle réponde à, je dirais, à ces critères. Et notamment, il y en a certains qui sont complètement, je dirais, binaires, 0-1. Soit on les a et l'entreprise peut potentiellement faire partie de notre portefeuille, soit elle sera exclue. Alors, les premiers, c'est l'avantage concurrentiel durable. L'avantage concurrentiel durable, soutenable dans la durée, comme on dit en anglais parfois, sustainable, c'est quelque chose qui est binaire. C'est-à-dire, soit on a des entreprises qui présentent des caractéristiques d'avantages concurrentiels qu'on puisse mesurer, et ça c'est très important, et je crois que ça fait vraiment la différence entre ce que nous faisons et peut-être d'autres gérants. Nous mesurons ceci et nous les mesurons en termes soit des costing power, soit des pricing power. Alors, costing power, je sais que on en a parlé plusieurs fois, on a défini ces critères, c'est la capacité de produire un bien ou un service, par exemple une télécommande comme celle-ci, à un prix unitaire moins cher que ses concurrents, et ceci de façon durable, c'est-à-dire tout au long du cycle. Donc c'est quelque chose qui fournit à l'entreprise qui les possède une capacité de générer des marges, par exemple des retours sur capitaux propres, mais surtout au niveau opérationnel, supérieurs à la moyenne. Et surtout de la défendre dans des moments de cycles difficiles. Pricing power, je ne reviens pas dessus, c'est beaucoup plus connu. Donc, c'est effectivement la capacité de transférer son inflation des prix en aval. Mais chez nous, c'est aussi la capacité d'exiger et d'obtenir des prix supérieurs, donc un premium des prix par rapport à ses confrères. Les management, l'équipe de direction, binaire, là aussi, donc 0-1, soit in fine nous faisons confiance à cette équipe, soit nous ne pouvons pas confier les actifs de nos clients et les nôtres d'ailleurs à cette équipe-là. Donc on est dans la même situation que, je le dis souvent, lorsque vous choisissez un gérant, c'est la même chose. Nous avons des critères qui sont probablement semblables. La stratégie de l'entreprise, est-ce que nous partageons ou pas la stratégie que l'équipe de direction a pour son entreprise? La capacité de la déployer, les moyens humains et financiers, les compétences, et in fine, ce que nous regardons, c'est les track records, exactement comme vous feriez peut-être pour un gérant, un track record de succès dans une fonction identique ou similaire qui puisse en quelque sorte conforter les réponses à notre question numéro 1 et numéro 2, la stratégie et la capacité de la mettre en œuvre. Si je descends rapidement, sans aller dans les détails de tout, je crois qu'il y a deux éléments qui sont importants. Le premier, pour nous, si vous voulez, l'avantage concurrentiel, quel est l'effet principal, je dirais, de l'avantage concurrentiel, c'est de défendre les marges. Finalement, lorsque vous possédez l'avantage concurrentiel, vos marges, vous êtes à peu près assuré qu'ils vont tenir dans les temps. Mais il y a autre chose qui nous intéresse, c'est la croissance de l'entreprise et de sa génération de cash flow libre à la fin. Et ceci, vous l'avez parce que nous appelons la dynamique de croissance et création de valeur. Donc c'est là où on cherche des entreprises qui ont un plan et une capacité à se développer de façon aussi indépendante que possible des cycles économiques ou sectoriels. Alors, il y a un débat, les économistes aujourd'hui ne sont pas d'accord sur est-ce qu'on est en fin des cycles, dans la deuxième moitié des cycles ou quelque part ailleurs dans les cycles, mais en tout cas, aujourd'hui, si nous sommes convaincus qu'on est en deuxième partie du cycle, c'est d'autant plus important d'avoir des entreprises qui, en quelque sorte, ont une cyclicité la moins forte possible et qui ont une capacité à se développer, même si les cycles économiques devaient être un peu moins favorables que celui qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Et quelque chose d'autre que je souligne toujours, nos entreprises sont des entreprises qui génèrent du cash dans cette poche action. Elles génèrent du cash et non pas de dette. Donc, ils n'ont pas besoin de recourir à la dette pour générer des résultats économiques, des economics, comme dit un peu dans notre argot, d'excellence. Alors, je reviens maintenant sur ce que je vous disais tout à l'heure, la notation de qualité économique. Si vous imaginez les critères que je viens de vous dire appliqués à cette échelle, je pense qu'il est assez facile de voir ce qui est une A par rapport à une B ou à une C. Donc C, c'est non-investment grade. Donc tout ce qui est grisé, c'est non-investment grade. Donc une entreprise qui n'a pas les caractéristiques que nous cherchons sera notée C. Une financière sera également notée C. Donc vous savez, on n'a jamais investi dans les actions d'une banque depuis maintenant 16 ans et nous ne sommes pas prêts de le faire.
F, donc financière non investment grade. AB, juste pour vous donner quelques éléments, A, ce sera les meilleures entreprises que nous arrivons à trouver. Ce sont des entreprises pour lesquelles on sera disposé à payer plus cher qu'une B. Alors, ce sont des entreprises qui présentent des caractéristiques d'excellence dans leurs résultats sur fonds propres, sur capitaux propres, les résultats sur capitaux engagés, les résultats sur actifs nets, et pour ceci, on est disposé à payer un premium ou une prime. Pour une B, par contre, si on est très à l'aise à payer 16 ou 17 fois les bénéfices pour une A, on ne sera pas à l'aise pour payer 12 pour une B. Donc, on voudra l'acheter à un niveau des price earnings beaucoup plus faible. Donc, si on traduit tout ça en quelque chose de concret, donc ici, vous avez ce que nous appelons les portefeuilles industriels des variantes valeurs. Donc là, vous avez les lignes qui composent au 31 mars les portefeuilles dits industriels. Alors, qu'est-ce que c'est industriel pour nous? C'est les A, les notations A, B et GR, growth. Donc, ce que vous n'avez pas, c'est des turnaround, donc des situations de retournement, puisqu'ils suivent des métriques complètement différentes. Alors, il se trouve qu'en ce moment, nous n'en avons pas, donc c'est encore plus représentatif que d'habitude. Si vous parcourez très rapidement ces tableaux, de gauche à droite, vous voyez, premier indicateur, les résultats sur fonds propres, les RCP ou ROE en anglais. Là, vous êtes sur quelque chose d'un moyenne proche de 30%. C'est très satisfaisant, puisque, comme vous le savez, comme je dis toujours, c'est pour 100 € de capitaux propres, ces entreprises en moyenne génèrent 28,38 € tous les ans des résultats nets après avoir payé les impôts. Donc c'est très très satisfaisant. La croissance, ce sont des entreprises en croissance en BPA, en bénéfice par action, et cette croissance assez en phase avec la croissance des dividendes. Et parlant des dividendes, les rendements approchent de 2%. Je le dis toujours, c'est quelque chose qui est une indication, mais qui ne dit pas tout, parce que si on reprend Ulta Beauty, on en parlera tout à l'heure, ici facialement pas de dividendes, mais l'entreprise a racheté environ 5% de ses propres actions pendant les 12 derniers mois, ce qui est évidemment un yield qu'il faudrait ajouter à ces zéros d'ailleurs, pour avoir une idée comment on dit yield en français, je sais plus, mais du rendement, pardon, pour l'investisseur. Donc voilà, c'est très important d'avoir une idée des rachats d'actions, puisque beaucoup de ces entreprises rachètent pour parfois des milliards d'euros d'actions, alors que ce soit Accenture, SML, Booking, par exemple, c'est le cas. Donc, venons maintenant au trimestre et aux contributeurs, aux principaux contributeurs. Alors, évidemment, un trimestre très satisfaisant pour la poche longue action, avec des contributeurs positifs importants. Je vais y revenir dans une seconde, mais comme d'habitude, je commence toujours avec les négatifs, puisque bon, il y en a quelques-uns, pas beaucoup et pas de façon très importante, mais il y en a quand même quelques-uns. Alors, les premiers, c'est EssilorLuxottica. Donc, EssilorLuxottica, je crois que vous êtes au fait de la petite bataille en cours au sein de cette entreprise. C'est quelque chose qu'on avait imaginé, ça va peut-être un peu au-delà de ce qu'on aurait souhaité, mais pour le moment, nous gardons nos positions, donc c'est que du mark-to-market, nous n'avons pas cédé nos positions ici, et nous sommes donnés jusqu'à la fin de l'été pour voir comment la gouvernance de cette entreprise évolue. C'est une combinaison qui a un potentiel absolument exceptionnel. Et malheureusement, cette petite guerre de gouvernance on gâche un tout petit peu à court terme les potentiels, mais n'enlève rien à long terme à ce que cette entreprise peut réaliser. Donc nous sommes évidemment attentifs à la situation, proches de l'entreprise aujourd'hui et des centres de décision. Nous discutons avec eux, mais pour le moment, nous sommes en stand-by.
Donc, c'est les principaux contributeurs négatifs. Je pense qu'il faut citer aussi Wirecard, tout simplement Wirecard, parce que nous avons cédé, donc c'est un contributeur, mais c'est aussi un mouvement dont je parlerai peut-être un moment par la suite. Donc, nous avons cédé la totalité de nos positions, alors de façon, je dirais, assez rapide, suite à, vous connaissez peut-être un petit peu ce qui s'est passé avec des accusations de malversation qui ont été reportées par les Financial Times. On a donné, en quelque sorte, la chance d'une réponse à l'entreprise. La réponse ne nous ayant pas convaincus, nous avons cédé la plupart de nos positions lorsque les marchés avaient très bien accueilli cette réponse. Donc l'action montait de façon importante. Nous avons profité pour céder la totalité de nos actions. Donc voilà pour les contributeurs négatifs. Donc si on passe en positif. En positif, bon, évidemment, on a beaucoup de choses. Là, vous voyez un tout petit peu la différence, puisque les noms se ressemblent, entre la construction des fonds UCITS et non-UCITS et la puissance, évidemment, de la contribution de certains titres comme Ulta Beauty ou Greggs, lorsqu'on compare. Par exemple, ici, Varied Selection au Global, ou si vous voulez encore plus simplement, Global à Global Selection Active Fund. Donc, évidemment, comme David le disait à l'ouverture, lorsque nous avons une concentration plus importante sur nos meilleures idées. Lorsque nous avons raison, ben voilà, nous avons plus raison en quelque sorte sur les fonds non UCITS, mais les fonds UCITS, donc Varied Valeur, Varied Global, en bénéficient également. Donc, on va venir un tout petit peu sur ces titres et on va parler d'abord de Greggs. Alors, Greggs, avec une performance sur les trimestres de plus 41%, donc évidemment assez importante. Donc, je suis d'autant plus content de vous parler de Greggs parce que je vous en ai parlé, il me semble, en octobre dans cette salle, et je vous avais dit que les marchés, alors évidemment à l'échelle ça semble un peu petit ce décrochage, bon relativement petit, mais quand je vous en avais parlé c'était évidemment plus important à cause de l'échelle. Je vous avais dit, nous restons très très à l'aise sur l'entreprise. Bien au contraire, nous sommes convaincus qu'ils sont en train de faire tout ce qu'il faut pour accélérer sa croissance en 2019. Bon, aujourd'hui, je pense que les marchés reconnu les travaux et en quelque sorte la phase de développement dans laquelle cette entreprise est. Et je vous avais dit, alors pour mémoire, alors qu'est-ce que c'est Greggs? C'est la première chaîne de restauration à importer avec une logique d'intégration verticale totale au Royaume-Uni. Alors là, vous avez environ 2000 points de vente en propre, 1953 pour être précis, et 262 franchisés. Et c'est une entreprise qui s'est dotée il y a 3 ans d'un plan de développement qui peut l'amener assez facilement à atteindre les 3000 points de vente. On rentre dans une phase intéressante de cette entreprise parce que à partir de 2019, ces plans commencent à accélérer sa croissance. Et si vous regardez les chiffres qu'on peut avoir à ces niveaux-là, chiffre d'affaires 2019 au 16 février, plus 14%, plus 9,6% incomparable. Ce sont des chiffres évidemment qui ont surpris les marchés. Pas vraiment nous, comme vous le savez, parce qu'on a investi dans cette entreprise en profitant du Brexit à la fin, on va dire, dans la suite des conséquences boursières en quelque sorte du référendum de Brexit en 2016. Les marchés c'était un peu emballé en 2017. L'entreprise avait été un des meilleurs performeurs dans nos portefeuilles. Et puis 2018, avec un marché qui réalise peut-être qu'il était allé un peu trop vite, et surtout à ces niveaux-là, ce décrochage qu'il y a un trading update qui était plus mitigé. Comme je vous avais dit en octobre l'année dernière, 2018, nous n'avions aucun souci à se faire pour cette entreprise. On savait pertinemment que l'impact essentiel venait de la météo, tout simplement parce que l'Angleterre, ou le Royaume-Uni plutôt, avait vécu en 2018, dans les mois de mars et avril, des conditions météo absolument extraordinaires, dans le sens non ordinaire, avec de la neige, il me semble, en mars et en avril, qui est quelque chose évidemment d'assez étonnant, qui avait pénalisé l'entreprise, puisque dans certaines
région avaient été complètement bloquées par cette situation. Donc, les trading updates, c'est-à-dire les news sur le news flow sur l'activité ont été excellents par la suite. Vous en voyez quelques-unes dans les éléments que nous fournissons ici. Et aujourd'hui, nous restons confiants quant à la capacité de l'entreprise d'accélérer véritablement à partir de l'année en cours. Et tous les voyants aujourd'hui sont au vert pour cette entreprise qui a quasiment terminé son plan, un plan qui permet d'avoir une infrastructure capable de soutenir cette croissance et qui, en quelque sorte, renforce son caractère unique en Europe, pas qu'au Royaume-Uni. C'est une des rares entreprises complètement intégrées. Il faut imaginer dans leur centre qu'on appelle ici d'excellence. Vos souhaits. Ce sont des véritables usines de production automatisées qui arrivent à produire quelque chose comme des millions et des millions de viennoiseries, par exemple, par semaine. Donc c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc nous en avons visité. Vous vous souvenez juste pour la petite histoire que lorsqu'on a eu ces petits décrochages, la première chose que nous avons fait, c'est prendre un avion, aller à Newcastle, discuter, passer 3 jours sur place avec les management, les CEO, les CFO, visiter les magasins et conforter notre vue, qui en gros c'est que la météo. Bon voilà, aujourd'hui, je crois que la contribution de Greggs, notamment sur les premiers trimestres, s'explique par en quelque sorte la réalisation de ces scénarios. Bien, si on continue, Ulta, là aussi une très belle performance parce qu'on est à plus 47% sur les trimestres. Alors, 47% sur un trimestre, c'est beaucoup. Évidemment, elle avait été pénalisée en décembre, notamment je dirais au Q4, au T4, par les mouvements du marché. Mais bon, ce qui nous rassure, c'est surtout la qualité des résultats qui expliquent ces mouvements du marché. Vous voyez la réaction du marché aux résultats 2019, par exemple. Alors ici, on vous la voyez pas, mais ici, il y avait un trading update également. Donc, qu'est-ce qui nous plaît dans cette entreprise? Vous le savez, c'est une entreprise qui est très particulière. C'est un peu les Sephora américains avec des caractéristiques uniques, c'est-à-dire c'est la capacité d'offrir et en quelque sorte 3 entreprises en une. D'un côté, la commercialisation des produits de beauté, c'est les principales, les numéro 1 aux États-Unis dans la distribution cosmétique, mais aussi cette particularité d'offrir des services dans chacun de leurs 1174 points de vente. Donc vous avez un salon de coiffure, des services des types voilà, on les voit ici, un véritable institut de beauté dans chacun de ces points de vente. Et ça, c'est quelque chose d'unique. Et c'est d'autant plus important, si vous y pensez, dans un moment où un consommateur a les choix d'acheter sur Internet. Donc, il faut une raison, en quelque sorte, pour aller visiter un magasin, aller physiquement, en quelque sorte, dans un point de vente pour acheter soit des services, pour acheter soit des produits, soit des services. Donc c'est le cas d'Ulta. Et comme je disais, c'est 3 entreprises en une parce que en plus des services et des produits, c'est l'Internet. C'est un peu moi, je l'appelle les Amazon du cosmétique aux États-Unis. Alors, pourquoi j'appelle comme ça? Tout simplement, si vous regardez à la page 35, parce que aujourd'hui, dans les marchés ou dans les secteurs de la cosmétique, on assiste depuis déjà plusieurs années à une dynamique assez intéressante. Donc la perte constante des parts des marchés des canaux traditionnels. Vous les voyez ici, hein, ça fait juste quasiment 60% de ces diagrammes. Donc grosserie, de restaurant, donc c'est tous les centres commerciaux, les supermarchés, tous les points de vente traditionnels qui perdent constamment de la part des marchés et
Et ceux qui gagnent, en quelque sorte, il y en a que deux. C'est les specialty beauty, qui est un segment, donc les spécialistes de la beauté. Il y en a deux, en quelque sorte. Les deux principaux sont aux États-Unis, Ulta et Sephora, avec Ulta qui est de loin les principaux acteurs là-dedans, et l'Internet. Or, il se trouve que dans l'Internet, là encore, vous trouvez Sephora, Ulta et Amazon. Amazon étant beaucoup plus fort sur les personal care, sur l'hygiène en quelque sorte, plus que sur la cosmétique haut de gamme. Ceci est plus qu'intéressant, je dirais c'est unique, parce qu'on est dans une catégorie des biens de consommation énorme, dans lesquels Amazon n'est pas dominante. Donc c'est très très rare. Et au contraire, je dirais, c'est plutôt Ulta et Sephora qui font la loi, en quelque sorte, ou qui dictent la loi dans ces segments. Donc voilà pourquoi nous pensons que cette entreprise est encore une fois plutôt déjà, pourquoi les marchés aujourd'hui prennent conscience de non seulement de sa résilience, mais également de sa capacité et son potentiel. Je pense qu'il est lié à toute l'analyse, et je n'ai pas le temps évidemment de revenir à l'ensemble des détails, mais nous l'avons proposé à plusieurs reprises dans ces réunions, et aujourd'hui nous sommes confortés évidemment par des résultats. Je vous donne juste quelques éléments qui sont d'excellentes factures. Donc, chiffre d'affaires plus 16,3% à 7 milliards, quasiment 6,7 milliards de dollars. Un résultat opérationnel à 854 millions de dollars et un résultat net en progression de 18% à 658 millions. Ceci au passage avec une génération de trésorerie très forte qui permet un rachat d'actions important. Je vous disais, l'entreprise a racheté plus de 100% de sa capitalisation en 12 mois. Donc voilà, sur Ulta, on est toujours dans les contributeurs, Accenture, donc encore une très belle contribution sur les trimestres. Alors plusieurs choses sur Accenture, sur l'entreprise qui continue sur une lancée et qui est pour nous, elle va continuer à les faire pendant de nombreuses années. Les chiffres qui justifient un petit peu la contribution, je pense, par d'eux-mêmes. Donc, on a une progression de 10% du chiffre d'affaires à 42 milliards de dollars. Donc, je dis 42 milliards de dollars. Donc, il s'agit d'une entreprise colossale. Quasiment 500 000 employés dans le monde, une bonne partie dans les pays à faible coût de main-d'œuvre, notamment l'Inde. Une capitalisation boursière de 100 milliards, une trésorerie nette positive, c'est-à-dire du cash pour 4 milliards, donc pas de dettes. Là encore, vous avez vu Greggs, Ulta, Accenture, 3 entreprises dans notre portefeuille qui génèrent beaucoup de cash, font des buybacks, n'ont pas de dettes. Ça, je pense que ça épitomise bien ce que nous cherchons. Donc les flux de trésorerie libres, 6 milliards. Alors c'est une entreprise qui suit depuis plusieurs années une stratégie mise en place par son dirigeant malheureusement décédé au premier trimestre. Donc nous parlons évidemment de Pierre Nanterre, le PDG français d'Accenture, qui malheureusement nous a quittés au mois, je crois, de février. Alors, c'est quelque chose qu'on savait, puisque M. Nanterre était malheureusement souffrait déjà depuis plusieurs années d'une maladie incurable. Mais bon, évidemment, nous avons appris avec beaucoup de tristesse. Et aujourd'hui, si on regarde juste l'entreprise, sur l'aspect de l'entreprise, on sait que l'entreprise n'a pas vraiment des soucis, puisqu'elle suit et continuera à suivre la stratégie qui avait été mise en œuvre par M. Nanterre, notamment une stratégie de développement dans les nouvelles technologies qui se constitue autour de l'idée de réinvestir 25% des flux de trésorerie dans des acquisitions qui peuvent être déployés au niveau mondial sur tout ce qui devient un peu les nouvelles technologies. Monsieur Nanterre avait cette expression qu'on trouvait extraordinaire, les Américains étaient surpris, ils disaient « j'investis dans les nouveaux ». Alors, c'était quelque chose évidemment qui avait surpris au départ, mais qui après s'est concrétisé dans un leadership mondial. Par exemple, au niveau du cloud, de la cybersécurité, du big data, donc beaucoup de choses qui sont après devenues des actualités pour l'ensemble des entreprises, je dirais des Fortune 2000, qui sont vraiment les grandes entreprises, qui sont les clients essentiels d'Accenture.
Alors, quelque chose à signaler juste dans ces stratégies, la convergence du marketing et de la communication avec le numérique. Et c'est un peu comme ça, d'ailleurs, qu'on a découvert Accenture, parce que, vous vous souvenez, à une époque, on était actionnaire de Publicis et WPP. Et on a vu, en quelque sorte, émerger cette convergence. Vous le savez, on n'est plus actionnaire depuis longtemps de ces entreprises, mais globalement, c'est comme ça qu'on est arrivé à comprendre c'est la stratégie des PR internes. Donc aujourd'hui, quelques années plus tard, Accenture Interactive est nommée la première agence digitale de publicité au monde. Et aujourd'hui, si vous imaginez un peu les secteurs, il y a quelques années, avec des colosses comme WPP, Omnicom, Publicis, arriver à les faire en partant en quelque sorte des systèmes d'information, c'est absolument extraordinaire. Donc, ces stratégies restent en place. Les besoins ce qu'on appelle des Global 2000, donc les grandes entreprises en termes des stratégies numériques, intelligence artificielle, efficacité, restent intactes et fourniront de la demande d'Accenture pendant de nombreuses années. Ce que nous surveillons tout simplement, c'est la succession évidemment des PR internes qui se fait, je dirais, en interne. Hein. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a un vivier des managers au sein des Accenture qui nous laisse tranquilles quant à la suite. Mais tout de même, évidemment, nous donnerons de l'information dès que nous l'aurons. Alors, si on vient maintenant, on quitte les contributeurs, on vient au mouvement. Alors, pas grand-chose à signaler, bon, sauf, on a parlé déjà Wirecard, Rostors, nous avons cédé Rostors, c'était l'entreprise qu'on avait achetée en même temps que Ulta, vous en souvenez peut-être, 2007, été 2007. Je vous avais dit à l'époque, il y a quelques bébés qui a été jetés avec l'eau du bain dans les retail américains. On en avait récupéré deux. Un c'était Ulta, le deuxième c'était Rostors. Rostors ayant quasiment doublé en pourcentage depuis notre achat, nous avons atteint notre niveau de vente et nous l'avons cédé au premier trimestre, donc avec une plus-value en 2 ans de l'ordre de quasiment 100%. Wirecard, on en a déjà parlé. Alors, en positif, et c'est là où je vais vous donner quelques indications, c'est ASML. ASML Holding, c'est la nouvelle ligne qu'on a constituée pendant les trimestres. Alors, c'est une entreprise très particulière et je vais essayer de vous donner de la simplifier un tout petit peu pour vous donner quelques éléments quant à cette entreprise. Alors, je pense que c'est un cas extrêmement intéressant pour nous pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il vous donne une idée de comment on génère les idées. Donc, génération d'idées, comment on arrive à trouver en quelque sorte l'idée d'investissement. Alors là, on est dans les bases de données comportementales. Mustapha, qui est au fond de la salle, c'est l'analyste qui s'occupe aujourd'hui non seulement d'ailleurs des bases de données comportementales, mais de ce qu'on appelle l'origination, la génération d'idées. Donc il est à votre disposition pour en discuter évidemment plus en détail. Ce que je peux vous dire, tout simplement, que nos bases de données nous permettent de détecter des anomalies. Ici, dans les cas d'espèces, après une chute de plus de 20% du titre intervenu au 4e trimestre, qui avait un tout petit peu anticipé celle du marché en réalité, comme vous les voyez sur les graphiques. Nous avons 3 dirigeants de l'entreprise qui achètent de façon très importante en même temps des titres des ASML. Donc il s'agit du CEO, du PDG Peter Van Ink, les responsables de la technologie Marty Van den Brink, alors on est en Hollande, aux Pays-Bas, et les responsables de la stratégie Frits van, je ne sais pas si j'arrive à le prononcer, Van Hout, qui achètent ensemble pour la première fois en 10 ans. Pour la première fois en 10 ans, ils achètent pour 2,5 millions d'euros d'actions. Et il ne s'agit pas des stock options, il ne s'agit pas d'awards, ils achètent directement sur les marchés. Donc ceci, un prix moyen de 147,8 euros par action, donc après la chute d'environ 20%, ceci active 3 patterns d'interprétation. Alors pourquoi j'appelle des patterns d'interprétation? Qu'est-ce que c'est? En fait, nous avons défini des critères qui nous permettent de distinguer les anomalies on va dire des situations normales. Donc ici, il y en a 3 qui sont activés en même temps. Le premier, c'est ce qu'on appelle un industrial pattern buy, donc un achat dit industriel important, 2,5 millions d'euros.
une acquisition qui s'est faite après sur des plus bas, donc buy on lows, et surtout, les troisièmes, des acquisitions qui sont faites non pas par une personne, mais par 3 dirigeants haut placés qui connaissent parfaitement l'actualité de ces entreprises. Donc, les cluster activity buying. Donc, avec ces 3 voyants qui s'allument, notre analyste est allé vérifier, évidemment, d'abord la réalité et l'intérêt de cette information. Et puis, une fois validée, il l'a transmise à notre équipe Longue Action, donc avec Marco et Claire, qui ont commencé à mener véritablement l'analyse. Donc, ici, on est sur la génération d'idées. Maintenant, on vient un petit peu à l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Alors, leur rôle dans ces cas-là, c'est de comprendre pourquoi. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle nous la why thesis, c'est-à-dire le pourquoi, tout simplement pourquoi ils ont fait cet achat après 10 ans. Pourquoi ils mettent sur la table 2,5 millions d'euros, les 3 en même temps. Et donc, on a essayé de comprendre les raisons et on les a trouvées. Donc, on va vite rentrer très vite un peu dans les détails. C'est un peu technique, je m'excuse à l'avance, mais je trouve que c'est passionnant, donc je vais essayer de simplifier un peu. Alors, qu'est-ce que c'est SML? Alors, SML, c'est le numéro 1 mondial dans la construction des machines qui permettent de fabriquer les semi-conducteurs, les microprocesseurs. Alors, si vous avez un téléphone dans la poche, vous savez, à l'intérieur, il y a un peu l'âme de ce téléphone, c'est un microprocesseur. Donc, c'est une machine, on peut dire ça comme ça, composée d'un nombre innombrable, si je peux, excusez-moi, d'un nombre énorme des transistors, donc d'interrupteurs, tout simplement, qui permettent de faire circuler de façon ordonnée de l'électricité et in fine arriver à des 0-1 en quelque sorte, comme des interrupteurs lorsque vous allumez ou éteignez une lumière, coordonnées qui veulent dire quelque chose à la fin. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire? Tout simplement, soit il s'agit d'un traitement de l'information, soit un stockage de la mémoire. Donc c'est ce qu'ils font nos microprocesseurs. Donc vos téléphones, en quelque sorte, n'existeraient pas sans ASML. ASML, c'est les fournisseurs des machines qui permettent à Intel et tous les autres, Samsung, etc., tous les autres fabricants, producteurs des microprocesseurs et semi-conducteurs, de les faire et de les faire de plus en plus petits. Donc, d'avoir ces processus de miniaturisation, comme on dit en français, je crois, donc de les rendre de plus en plus petits et en réduisant l'échelle de ces composants, finalement, d'augmenter leur puissance par tout simplement le nombre de transistors sur chacune de ces petites puces. C'est la loi de Moore. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la loi de Moore. Donc, certains parmi vous la connaissent, je reviendrai tout à l'heure. C'est les doublements du nombre de transistors tous les 2 ans, à coût constant. Cette entreprise-là garantit, en quelque sorte, la perpétuation de la loi de Moore. Donc, c'est une entreprise européenne. Déjà, c'est exceptionnel. Donc, on n'est pas aux États-Unis, on est en Europe, on est aux Pays-Bas. C'est à l'origine une entreprise qui a été créée par des investissements de Philips. Ensuite, c'est une entreprise qui a vécu pas mal de phases d'intégration d'autres entités, mais elle est toujours basée là-bas, aux Pays-Bas. On parle d'une entreprise qui a un chiffre d'affaires d'11 milliards d'euros, mais avec un résultat opérationnel de 3 milliards d'euros. Vous imaginez la relation, résultat net de 2,6 milliards. Là encore, regardez, trésorerie nette positive. Une entreprise qui n'a pas de dettes, qui génère beaucoup de cash et qui d'ailleurs mène des rachats d'actions également. Donc, je vous passe un peu l'histoire, je vous ai déjà un peu parlé. Peut-être quelques acquisitions ciblées importantes. Une, je viendrai tout à l'heure, en 2013, Cymer. C'est une entreprise qui produit une source de lumière. Donc, on est dans les lasers. Donc, c'est un laser très puissant et qui a permis la réalisation de ce que nous appelons une nouvelle technologie, les UV, dans laquelle je vais revenir tout de suite. Alors, maintenant, je rentre un peu dans les durs, je vais essayer. Comment on construit, en fait, un microprocesseur. Alors, il y a plusieurs étapes, mais l'élément essentiel, c'est un procédé des gravures
on va dire, qui s'appelle, qui est une gravure comme celle que vous pouvez imaginer pour un logo sur n'importe quelle surface. Et pardon, excusez-moi, je viens à l'arrière. Cette technologie s'appelle la photolithographie. Alors, comment ça fonctionne? Elle fonctionne par des couches superposées des gravures, donc des photolithographies, sur des galettes de silicium. Donc les fameuses galettes de silicium, les wafers ou les wafers, comme on peut les appeler en français, sont tout simplement du sable qui est purifié et à partir duquel, en quelque sorte, on utilise cette base pour créer des couches, des innombrables couches des microprocesseurs. Donc, on les fait. Alors, c'est à gauche, vous voyez, numéro 1, la préparation. Donc, on part véritablement du sable. C'est du silicium. Et après, au niveau 2, c'est peut-être le plus important, c'est là où on intervient avec la technologie d'ASML. Donc, on dessine quelque sorte une grille qui doit être imprimée sur les microprocesseurs, et cette impression, elle s'est faite grâce à de la lumière sur une surface plate qui est d'ailleurs tout d'abord la galette de silicium. Alors, c'est un procédé qui s'est multiplié par, je dirais, de façon très rapide et qui fait que ces microprocesseurs, en fait, deviennent de plus en plus petits grâce à une série de couches microscopiques qui s'empilent. Alors, comment on arrive à créer de la photolithographie? Tout simplement par de la lumière, mais de la lumière très spéciale. Donc, on va en parler tout à l'heure. La grande découverte d'ASML, c'était d'utiliser non pas une lumière traditionnelle, mais la lumière ultraviolette pour pouvoir réaliser des couches d'impression et des gravures extrêmement fines. On va en parler. Alors, ici, je vous donne juste quelques éléments. J'essaie de pas rentrer trop dans les détails. Vous avez, je vous dis, une machine qui essaie de faire des gravures, des impressions sur du sable, essentiellement sur des galettes de silicium. Juste quelque chose qui me semble important, c'est ici, c'est l'épaisseur de la gravure. Regardez, en 85, on avait une finesse des gravures exprimée en nanomètres, des 500 nanomètres. En 95, on descend autour des 100. Aujourd'hui, avec la nouvelle génération, on est à 7 nanomètres et on vise, à horizon 2021, les 3 nanomètres. Alors vous imaginez la finesse et tout ça empilé par couches sur votre microprocesseur. C'est une prouesse technologique absolument incroyable. Donc, ce sont les machines d'ASML qui permettent cela. Et donc, si vous regardez un tout petit peu les chiffres d'affaires d'ASML, vous voyez que 70% de son chiffre d'affaires et 45% de sa marge brute vient tout simplement de la vente d'installation de machines, des systèmes de photolithographie pour les microprocesseurs. Ici, sur la gauche, vous voyez les générations de leurs machines. Donc, la première, 85, on en a parlé, et vous comprenez qu'en fait, la barrière à franchir devient de plus en plus importante. C'est-à-dire, aujourd'hui, passer des 500 à 100 d'épaisseur, c'est une chose, mais passer des 100 à 2, c'est absolument extraordinaire. Alors, comment ils sont arrivés? Alors déjà, tout d'abord, ils ont failli ne pas y arriver, parce que l'entreprise a failli tout simplement ne pas réussir à son pari, et la loi de Moore aurait pu être tout simplement arrêtée. Mais ils ont réussi, et c'est ici d'ailleurs leur permet de générer des systèmes de plus en plus complexes. Je vous montre juste cette autre composante du chiffre d'affaires. Cette technologie requiert du service. Donc, il y a de plus en plus de services qui va avec. Et donc, aujourd'hui, 29% des chiffres d'affaires, c'est essentiellement de la maintenance et des services autour des équipements, de la mise à jour. Mais cela constitue plus de 40% de la marge brute et va grandir. Donc, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, rassurez-vous. Juste, ces systèmes-là, EUV, extrêmement compliqués, c'est la nouvelle génération, 2018. Et c'est précisément la raison pour laquelle les dirigeants d'ASML ont acheté
2,5 millions d'euros d'actions à 3 ensemble, profitant de la baisse du cours. C'est une nouvelle technologie qui est en train de qui a vu les jours en 2018, qui va se répandre et qui est une voie obligée pour l'ensemble des constructeurs des microprocesseurs pour pouvoir fournir des processeurs, des semi-conducteurs et des processeurs plutôt au sens large, de plus en plus puissants. Pensez par exemple à la 5G. On demande une capacité de traitement beaucoup plus forte, beaucoup plus importante. Les data centers, même chose. L'ensemble des applications qu'on imagine, la voiture autonome par exemple, elle demande de plus en plus de puissance des calculs et des capacités de stockage. Donc c'est une voie obligée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a qu'ASML qui est capable de le faire. Donc ils vont passer d'une part des marchés sur ces générations des produits d'environ 75 à 80%, on part des marchés des 100%. Donc, ils vont être monopolistes. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les dirigeants sont très optimistes quant aux perspectives de l'entreprise. Regardez ici, peut-être quelque chose qui est plus simple pour nous à analyser, les prix moyens de vente de ces systèmes. 3-4 millions en 85, on arrive à 40 millions en 2010, ils vont passer à 300 millions d'euros chacun en 2022. Je vous donne une idée. Pour transporter un de ces systèmes, il vous faut 747 cargos affrétés. Donc, pour transporter la totalité d'un seul système, donc il vous faut 4 avions, 747 cargos. Donc, voilà, vous voyez la complexité, je ne vais pas revenir dedans. Très vite, donc, la progression du chiffre d'affaires, la rentabilité de cette entreprise qui grandit. Donc, c'est une entreprise qui affiche une santé insolente. Mais il faut pas oublier qu'on est dans le secteur des semi-conducteurs, donc un secteur cyclique. Normalement, comme vous le savez, nous n'investissons pas dans ce genre d'entreprise, mais justement, je vous dirai comment on l'a fait tout à l'heure. Donc, si vous lisez ASML au travers du prisme de notre méthodologie, comment on traduit ça? Tous ces prouesses technologiques, on doit les traduire après en quelque chose d'économique. Donc, comment on les fait? Tout simplement, on revient aux grilles qu'on a vu tout à l'heure. Pricing power. Est-ce qu'ils ont du pricing power? Oui, absolument. Ils sont un monopole. Ils font les prix. Il n'y a personne d'autre capable de les et d'ailleurs, on les voit très bien avec l'augmentation du prix dont je vous ai parlé, la nouvelle génération des 150 à 300 millions pièces. Service. Aujourd'hui, leurs machines sont tellement complexes qu'ils sont les seuls à pouvoir les maintenir et à pouvoir les mettre à jour. Bon, je passe tous les restes parce que ça devient compliqué, mais concrètement, ils sont devenus un acteur incontournable. Intel, TSMC sont obligés de passer par eux et finalement ils sont des price makers comme on dirait en anglais. Oui, donc le pricing power est extrêmement élevé. Costing power. Alors, est-ce qu'ils peuvent produire moins cher? Alors là, c'est un débat philosophique parce que finalement, n'ayant pas de concurrents, la réponse est déjà oui, mais philosophiquement, on peut dire que c'est une barrière à l'entrée très importante parce qu'aujourd'hui, aucun concurrent au monde pourrait essayer de se rapprocher d'ASML à un coût viable, on va dire, pour construire des machines qui soient comparables. Donc absolument, la preuve, je vous la donne, c'est que même ASML a failli ne pas y arriver, comme je disais. En 2013, il a fallu un investissement, alors je ne sais pas si je l'ai ici, oui je l'ai, de 3,8 milliards d'euros versés par Intel, TSMC, Samsung, donc les clients, en quelque sorte ASML, pour finaliser les machines de la recherche qui portait aux machines de nouvelle génération. Donc là, on est dans du jamais vu. Alors, il s'est fait techniquement au travers d'une prise de participation de l'ensemble de ses clients au capital d'ASML. Donc Intel avait 15% du capital, TSMC 5% du capital, Samsung 3% de capital à partir de 2012. Avec cette infusion de capitaux, ils ont pu racheter notamment Cymer, qui était l'entreprise qui
fournissait la source d'énergie nécessaire à cette prouesse technologique dont qu'elle est UV, et grâce à ceci, ils ont pu mener à terme les travaux de recherche. Donc, Costim Power, là encore, on est dans du plus en quelque sorte, selon notre méthodologie. Je vous ai juste donné cet exemple de la source, juste pour ceux qui sont passionnés de ces genres de prouesses technologiques. Là, pour générer cette lumière ultraviolette, ils ont besoin de 50 000 gouttes d'étang par seconde, frappées par un laser ultra puissant qui, en quelque sorte, neutralise l'étang. Il en fait du plasma, un peu matière gazeuse qui ressemblerait à celle qui était la Terre avant de se solidifier, pour générer cette machine. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, juste pour revenir à l'équipe de direction, là, on est sur une équipe de direction stable, évidemment. C'est des personnes d'un niveau extraordinaire, mais qui sont dans l'entreprise depuis parfois plusieurs dizaines d'années, qui ont fait toute leur carrière là-dedans. Et c'est une des caractéristiques, d'ailleurs, qui est partagée avec bon nombre de nos entreprises. Perspective, bon, je n'ai déjà touché un mot, donc on est dans les microprocesseurs, nouvelles technologies, Internet of Things, Big Data, intelligence artificielle, robots. Alors, bon, évidemment, les marchés des microprocesseurs à long terme, il est extrêmement porteur. Maintenant, quels sont les risques sur un investissement de ce type-là? Alors, je passe un peu tout ça. Les risques et tout simplement la cyclicité. Pourquoi la cyclicité? Parce que s'il y a une crise économique ou juste tout simplement à un moment où, prenons les téléphones portables qui ont été pendant des longues années les vecteurs principaux de croissance des microprocesseurs, imaginons une petite crise dans les marchés d'Apple et Samsung et d'autres aujourd'hui. À ce moment-là, la demande des machines pour créer des nouveaux processeurs peut ralentir, voire s'arrêter net pendant quelques mois, voire quelques trimestres. Donc, c'est les risques sur une entreprise comme ça. C'est un risque au niveau des fabricants de microprocesseurs ou de semi-conducteurs en sens large, mais c'est un risque encore plus important pour les fournisseurs des machines qui est SML. Donc, comment on fait dans un cas comme ça? On est face à une entreprise extraordinaire, on a un signal très fort qui est l'achat des dirigeants, mais vous savez, je dis toujours, il y a trois sous-univers pour nous. Il y a ce qu'on peut faire, ce qu'on ne fait pas, et la frontière entre les deux. Là, on est sur la frontière entre les deux, et sur cette frontière, on travaille, on essaie de retrouver la symétrie rendement-risque, non pas que par les sous-jacents, mais aussi par l'instrument. Et là, on intervient en option. Et donc, notre expertise sur les dérivés, évidemment, intervient à ce niveau-là. Dans les cas d'espèces, on n'a rien fait de compliqué. On a tout simplement exprimé notre thèse par l'achat d'options à durée longue, ici. Donc, on a acheté, lorsque les cours étaient environ des 139 €, donc moins que les prix d'achat des dirigeants, que vous voyez ici. Nous avons acheté la position en option à échéance juin 2020, donc évidemment relativement longue, en réalité plutôt court par rapport à ce qu'on peut faire. Parfois, vous vous souvenez, nos options Google étaient à 3 ans et demi, mais bon, ça reste quand même relativement long pour les standards de l'industrie. Et donc ces options strike 160, les strikes a été à temps assez rapidement finalement ici, et puis nous avons restriké à 180. Bon, là, comme vous les voyez, nous les avons atteints également. Donc, avec notre équipe, on va décider quoi faire. Mais clairement, ASML a été à la fois un mouvement, les mouvements les plus importants du trimestre, mais aussi déjà un contributeur important de l'ensemble de nos fonds. Donc, pour résumer, pourquoi ces cas nous paraît intéressant? La génération d'idées, on est très loin de la lecture d'un rapport de broker, l'analyse, pareil, et l'exécution, là encore, en façon d'ajouter de la valeur, en réduisant les risques pour l'investisseur, puisque lorsque nous achetons une option de ce type-là, c'est 10% du prix que nous mettons sur la table par rapport à acheter en direct l'action. Donc, pour vous donner une idée même très précise, pour 140 €, donc de mémoire, nous avons payé environ 10 € par action. Donc,
Vous voyez la différence, 10 €, c'est la prime d'une option, pardon. 140 €, c'est ce qu'on aurait dû mettre sur la table, à risque, en quelque sorte, si on avait acheté l'action. Donc voilà, pour vous donner un peu une idée de comment on peut réduire les risques également et ajouter la valeur par l'exécution. Bien, je vais aller très très vite. En fait, je vais peut-être laisser de côté les baskets qui se portent bien, mais qui aujourd'hui demanderaient encore du temps. Et je pense qu'on va peut-être plutôt aller un peu plus vite là-dessus. Finir avec les perspectives sur la poche longue action. Donc, quelle est la situation de l'exposition? Alors, sur les fonds sur les fonds UCITS, nous sommes autour entre 60 et 65%, toujours. Sur les fonds non UCITS, nous avons un peu baissé après la vente des Wirecard et Rostors. Les marchés sont chers à nouveau. Donc on est dans une situation dans laquelle on se donne le temps de chercher non seulement la bonne entreprise, mais également les bons prix. On a des pistes assez intéressantes en ce moment. Mais clairement, la situation a été... en fait, on a vécu presque trois étapes assez rapides. En fin 2000, on va dire T3 2018, les marchés étaient très cher. On a connu T4 2018 avec beaucoup une dislocation importante. Et là, on a rentré, par exemple, Tiffany. Et dans les portefeuilles, nous avons rentré de nouvelles lignes comme Tiffany, comme Booking et ASML en janvier. Et puis les marchés de nouveau de façon assez homogène, rétracés. Donc bon, c'est plus compliqué en ce moment. On se donne le temps, tout simplement, de trouver, comme je le disais, la bonne entreprise au bon prix. Ça viendra. On n'est pas inquiet, mais en tout cas, voilà, légèrement un brin, on va dire, moins investi en ce moment. Donc voilà pour la suite. Donc sous les shorts, je vais aller très très vite pour laisser la parole après aux autres intervenants et aller jusqu'au bout de la présentation. Sur les shorts, ce qui s'est passé est assez extraordinaire parce que finalement, nous avons, comme vous le savez, suivi les mouvements de normalisation de la politique monétaire américaine. Ces mouvements, il a été arrêté net en janvier, vous le savez. On verra peut-être tout à l'heure pourquoi, mais en tout cas, nous avons également mis notre augmentation d'exposition short en pause en janvier, suite aux déclarations de la Fed. Donc, je viendrai peut-être plus tard. Juste un élément important pour que vous compreniez l'impact de ceci. Regardez côté crédit, comment ceci s'est traduit. Donc, on avait un processus de normalisation engagé avec notre niveau de 7,5% que nous considérons être les minimums pour un marché à yield, on est dans les obligations à yield américaines qui reconnaissent les risques et des défauts des entreprises qui empruntent au niveau spéculatif américain. Regardez ce qui s'est passé par la suite. On a dépassé pendant peut-être même pas un mois, je pense, les niveaux 7,5 pour après descendre à nouveau à des niveaux qui reviennent, on va dire, à peut-être à la première moitié de 2018. Donc, dans ces scénarios, les conditions ne sont pas réunies pour nous pour mener on va dire pour déployer des capitaux sur des shorts single stocks. On garde nos positions sur les paniers diversifiés, qui est là. On a ajouté de nouvelles caractéristiques, notamment de soutenabilité de la dette à celles qu'on avait. Je vous avais parlé des cash burn, donc des entreprises qui brûlent énormément des trésoreries. Et les fonds à plusieurs niveaux. Et en plus de cela, nous avons encore plus diversifié notre panier. Vous avez aujourd'hui 70 entreprises équipondérées en incluant des critères de soutenabilité de la dette. Pour le moment, nous n'ajouterons pas, pour un horizon prévisible, on va dire, nous n'ajouterons pas à cette exposition qui est de l'ordre de 6,3% sur les fonds UCITS et 7,1% sur les EFIA. Et je passe donc maintenant la parole à l'équipe de Merger Arbitrage avec Michael et Bertrand. Je vous rappelle, on est dans la deuxième stratégie de décorrélation, une stratégie qui se doit d'apporter de la valeur et des résultats dans des années, on va dire comme celle-ci, et surtout de nous aider à réduire la corrélation dans des années plus difficiles comme l'année dernière. Michael, merci. Bonjour à tous, merci d'être présents parmi nous aujourd'hui.
Alors, on va parler de la stratégie de merger arbitrage. Donc, qu'est-ce que c'est que le merger arbitrage? Il s'agit de l'arbitrage sur fusion-acquisition. Chez Varenne, donc, nous avons choisi de travailler sur... nous avons un framework qui est propre à la stratégie, comme pour les autres stratégies, avec des outils et des processus d'investissement structurés, une équipe de 3 analystes gérants en la personne de Bertrand Vore, d'Aliénor Cazel et de moi-même qui sommes dédiés à la stratégie, et des outils et des systèmes d'information qui sont propriétaires pour la stratégie. Pour revenir un peu sur notre framework, donc nous travaillons uniquement sur un univers sécurisé, c'est-à-dire sur des transactions qui sont annoncées et amicales. Nous ne faisons pas d'opérations hostiles et pas d'opérations de type pré-annonce, qui sont des opérations qui vont présenter un risque plus important. Alors, quel va être l'objectif de la stratégie pour le fonds? C'est un objectif qui va être triple. La stratégie va permettre d'apporter un complément de rendement au fonds. Elle va permettre de décorréler le fonds du marché et elle va permettre aussi de faire baisser la volatilité globale du fonds. Pour comprendre comment fonctionne l'environnement de l'arbitrage sur fusion-acquisition, vous avez 3 facteurs clés à avoir en tête. Le premier facteur, ça va être le niveau des taux d'intérêt. Plus les taux d'intérêt vont être élevés, plus l'espérance de rentabilité sur la stratégie sera importante. Pourquoi? Eh bien, parce que les investisseurs vont demander une prime de risque pour être investis sur la stratégie. Donc si on fait un tour d'horizon un peu géographique aujourd'hui, on voit que sur les États-Unis, on commence à avoir une normalisation progressive de la politique monétaire, donc ce qui nous a permis de trouver plusieurs opportunités intéressantes aux États-Unis en termes de rentabilité. A contrario, en Europe, on reste sur des taux d'intérêt qui sont historiquement bas, et donc l'espérance de rentabilité est plus faible sur les opérations européennes. Le deuxième facteur à avoir en tête pour comprendre l'environnement de la stratégie, c'est la volatilité. Lorsque vous allez avoir une augmentation de la volatilité sur les marchés, eh bien, la rentabilité des opérations va elle aussi augmenter. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un écart qui va se creuser entre le prix auquel vous pouvez acheter la cible de l'opération sur le marché et le prix d'offre que vous allez recevoir au terme de l'opération en tant qu'actionnaire. Et c'est ce qu'on appelle un écartement de spread. Ici, vous avez un graphique qui va représenter l'évolution de la volatilité réalisée sur un mois sur un indice américain, le S&P 500. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu 2 phases de volatilité importantes récemment. Une première phase en février 2018 et une deuxième phase dont vous vous souvenez probablement en décembre 2018 avec des marchés qui étaient très volatiles. Donc ces phases de volatilité, eh bien, elles ont eu l'effet escompté sur la rentabilité des opérations. Ici, on va voir plusieurs opérations que nous avions en portefeuille l'année dernière. Si on commence par la première phase de volatilité qu'on a eue en février, si on regarde une opération américaine, par exemple le rachat de Orbital ATK par Northrop Grumman dans le secteur de la défense, on peut voir que la rentabilité de l'opération passe de 1,5% à 3% la première semaine de février. Si on regarde maintenant la phase de volatilité qu'on a eue en décembre, et qu'on regarde une opération américaine, comme par exemple le rachat de Dun & Bradstreet par un consortium de fonds de private equity, eh bien là, la rentabilité de l'opération passe de 1% à 3% sur décembre. Donc ce sont précisément ces fenêtres de tir que l'on va chercher à saisir chez Varenne pour pouvoir déployer du capital sur des opérations qui correspondent à nos exigences de rentabilité. Donc pour revenir rapidement sur la volatilité, ce que vous voyez, c'est qu'au premier trimestre 2019, on a une volatilité qui a baissé assez fortement, et donc cela est venu un petit peu réduire la rentabilité sur les opérations. Donc on a vu les 2 premiers facteurs, le niveau de taux d'intérêt et la volatilité sur le marché. Le troisième facteur, c'est la capacité sur la stratégie. Alors qu'est-ce que c'est que la capacité? Eh bien la capacité, ce sont les encours sous gestion des fonds qui, comme nous, pratiquent l'arbitrage de fusion-acquisition. Ce que vous voyez, c'est que à fin 2018, on est quasiment à 65 milliards de dollars de capacité. Donc c'est 4 fois plus que ce que l'on avait en 2013. Et pour nous, cela va être un facteur contraignant parce que, évidemment, plus vous avez d'arbitragistes sur le marché, plus les opérations vont être arbitrées rapidement. Ce qu'on peut noter tout de même, c'est qu'on a une stabilisation de la capacité entre 2017 et 2018. Et cela est lié entre autres à un certain nombre de contre-performances qu'on a pu voir chez des fonds qui pratiquent purement l'arbitrage de fusion-acquisition, avec des années qui ont été assez difficiles en 2017-2018 et de nombreuses casses qui ont pénalisé ces fonds-là. Donc dans un environnement qui n'était pas forcément simple pour la stratégie, au premier trimestre 2019, on a pu avoir une exposition moyenne à la stratégie sur l'ensemble des fonds de l'ordre de 15%. Ici, vous avez Varenne Global. Donc c'est une exposition qui est un peu plus faible que ce que l'on a pu avoir sur 2018. Et cela s'explique entre autres par un nombre de deals qui était moins important au premier trimestre. Et je vais laisser Bertrand revenir là-dessus dans un instant plus en détail. Pour réaliser cette exposition, nous avons déployé du capital dans une douzaine d'opérations, dont vous avez la liste ici sur Varenne Global encore.
On a 7 opérations qui se sont terminées au premier trimestre. Ces opérations, elles ont une durée moyenne de détention d'un peu plus de 2 jours pour une rentabilité nette annualisée moyenne de 3,6%. Alors ce chiffre de 3,6%, il paraît un peu faible. Il faut savoir qu'il est tiré à la baisse par l'opération entre Gemalto et Thales, puisqu'il s'agit d'une moyenne qui est pondérée par la durée des opérations. Et comme vous le voyez, l'opération Gemalto-Thales est une opération qui a duré presque 9 mois et qui a duré un peu plus longtemps que prévu, donc qui est venu tirer un petit peu à la baisse ce chiffre de rentabilité. A contrario, si on regarde des opérations américaines, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on a par exemple le rachat d'Esterline par Transdigm ou le rachat de Sparton par un consortium de private equity. Là, vous voyez, on est sur des rentabilités nettes annualisées qui sont nettement plus élevées, entre 8 et 10%. Pour ce qui est des opérations qui sont toujours en cours, on peut citer notamment le rachat aux États-Unis dans le secteur de la technologie de Red Hat par IBM. C'est une opération sur laquelle on espère avoir une rentabilité nette annualisée de l'ordre de 14%. Et c'est une opération qu'on a montée sur une rentabilité brute de 8%, donc une rentabilité assez élevée, ce qui vous montre qu'on arrive quand même à trouver encore aujourd'hui des opérations qui sont intéressantes sur le marché. Si on regarde maintenant la contribution de la stratégie à la performance du fonds, la contribution a été positive, entre 23 et 34 points de base sur l'ensemble des fonds. Et quand il s'agit de la réserve de performance, donc la réserve de performance, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de la contribution et de la performance à venir des opérations qui sont toujours en portefeuille. Eh bien, cette réserve de performance, elle est de l'ordre de 14 points de base sur l'ensemble des fonds. Et on a des opérations comme Red Hat ou encore TradeMe, qui est racheté par Apax Partners en Australie, qui vont continuer à contribuer sur le reste de l'année. Je vais passer maintenant la parole à Bertrand, qui va vous parler plus en détail du cycle M&A et de nos prévisions pour le reste de 2019. Merci, bonjour à tous. On va faire un petit point effectivement sur l'environnement M&A et nos perspectives pour cette année. On a évidemment un rebond de l'activité M&A au premier trimestre 2019. On s'y attendait par rapport au quatrième trimestre de l'année dernière, où on avait une baisse de l'activité avec le stress qu'on avait eu sur les marchés, notamment de leverage loan. Mais cependant, ce premier trimestre 2019 est en baisse par rapport au premier trimestre 2018. Une baisse marquée de 17% en valeur et de 33% en volume. La baisse en valeur est plus marquée, pourquoi? Parce que sur un plus petit nombre de transactions, 11 mégadeals pour être précis, c'est-à-dire des opérations de plus de 10 milliards de dollars, on concentre près de 43% de la valeur de ces opérations. Autre phénomène qu'on observe sur ce premier trimestre 2019, c'est la disparité géographique importante. D'une part, vous avez le marché de l'Amérique du Nord, les États-Unis. On a un marché qui est soutenu au niveau du cycle M&A, plus 9% en valeur. C'est 486 milliards de dollars de transactions, soit en fait un trimestre record depuis les années 2000. En face, vous avez l'Europe. Et là, on a un effondrement du cycle, avec 67% de baisse en valeur des transactions M&A, et également le M&A transfrontalier qui a chuté de 50% par rapport au premier trimestre de l'année dernière. Donc on a cette dichotomie un peu qui se fait entre le marché en Amérique du Nord et ce qui se fait transfrontalier en Europe également, ce qui explique pourquoi notre portefeuille s'est biaisé un peu sur cette zone géographique à la fin de l'année dernière, et on s'attend à ce que ça reste un peu le cas lors de ce premier semestre. On va maintenant parler de quelques facteurs positifs et négatifs sur le cycle. Le premier que j'aimerais citer, c'est les conditions de financement qui restent toujours extrêmement avantageuses. D'une part, nous avons des taux d'intérêt qui restent bas, avec en plus une pause de la normalisation de la politique monétaire aux États-Unis. D'autre part, le stress qu'on avait connu en fin d'année dernière. Donc là, vous avez un indice de prix du marché secondaire sur les leverage loans. On voit qu'il a tendance à se gommer et à s'effacer. On revient à des conditions de financement très avantageuses. Premier facteur positif. Le deuxième, c'est la présence du private equity. Ils ont déployé 90 milliards de dollars de transactions lors du premier trimestre. Ils sont présents, ils ont toujours une puissance de feu quasi intacte. Ils seront là pour donner un second souffle au cycle M&A, si les acteurs industriels se retirent un petit peu. Le dernier facteur positif que je citerai, c'est toujours la présence de thématiques de disruption et d'augmentation de la pression concurrentielle dans certains secteurs qui poussent évidemment les acteurs à se consolider. Ça, c'est une thématique de fond qu'on retrouve dans toutes les zones géographiques. Voilà pour les facteurs positifs. Pour les facteurs négatifs, il y en a deux que je citerai. D'une part, on a eu des craintes sur la croissance mondiale en fin d'année, ce qui retarde les décisions en fait de M&A. Donc ça a pesé sur le cycle. Deuxième facteur qui pèse toujours, et ça on en parle depuis 4 ou 5 de nos réunions, c'est le risque réglementaire, le protectionnisme, la trade war. Je vais pas revenir dessus cette fois-ci. Sachez simplement que c'est toujours un point critique et essentiel dans notre analyse sur lequel nous porterons la plus grande attention en 2019. Somme toute, nos perspectives pour cette année, elles sont relativement optimistes pour le cycle de M&A, ce qui devrait nous permettre de trouver suffisamment d'opportunités pour déployer du capital, augmenter notre exposition, notamment en Amérique du Nord pour le moment,
Peut-être ça va se rééquilibrer pendant l'année. D'autre part, on ne peut pas exclure que la volatilité ne va pas revenir pendant l'année. Ça pourrait arriver, ce qui pourrait faire un petit à-coup sur le cycle M&A. Mais de l'autre côté, pour notre stratégie, c'est plutôt bénéfique, comme l'ont expliqué Giuseppe et Michael. Ça nous permet de saisir des opportunités présentant un meilleur rendement à un moment donné. Donc plutôt positif pour la stratégie. Somme toute, on s'attend à une contribution au moins en ligne avec celle de l'année dernière pour cette année 2019 sur la stratégie d'arbitrage de fusion-acquisition. Voilà. Merci à tous. Merci Michael et Bertrand. Donc on va... vous avez une dernière slide? Pardon, ça c'est ça. Ouais, très bien. Donc on va parler maintenant du tail risk dans la partie couverture macro, ce qu'on appelle aussi en interne tail risk hedging. Je vous rappelle juste la stratégie. Donc l'importance de la stratégie, c'est dans la construction, c'est précisément là qu'on couvre des risques qui vont au-delà on va dire, une correction du marché. C'est une stratégie qui fonctionne comme une assurance, tout simplement. Donc, nous avons un budget. Ce budget, c'est 1,5%, 0 à 1,5% par an, qu'on peut consacrer à ces couvertures. Donc, on va y venir tout à l'heure. Donc, je profite, comme toujours, de ces partie de notre présentation pour partager avec vous ce que nous voyons du point de vue macroéconomique, donc assez rapidement pour arriver au portefeuille. Donc globalement, c'est bon, vous le savez, une mise en pause de la politique de normalisation des politiques, une pause de la politique de normalisation sur les États-Unis et essentiellement aux États-Unis en fait. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Alors, cela veut dire on a un impact que vous avez vu tout à l'heure sur les crédits immédiats et cela veut dire également que finalement les investisseurs sont répartis en quelque sorte à chercher du rendement partout et sur des actifs de plus en plus risqués. Donc on revient en quelque sorte sur un nouveau tour de manège. C'est ce qu'on a connu pendant plusieurs années. On ne sait pas jusqu'à quand ça va durer, mais clairement, on revient sur cette configuration. Alors, pour nous, la première conséquence, vous l'avez compris, c'est d'arrêter d'augmenter notre exposition short et même de ne jamais réussir à réactiver pour le moment les shorts sur les single stocks. Alors, je demande juste, il y a un écho, Sébastien, je sais pas si je sens un écho très... Et donc, ça, c'est une première chose. Et après, je dirais, ce qui est plus intéressant peut-être, c'est de comprendre les raisons pour lesquelles on est arrivé à cette pause. Donc, on va y revenir un peu rapidement. Donc, quelle est la situation mondiale? Alors, si on fait un petit tour du monde rapide, aux États-Unis, ça se passe toujours aussi bien. Vous voyez clairement des taux de chômage qui sont extrêmement faibles, au plus bas, ici, sur l'échelle des gauches. Et un taux de participation au marché du travail en gris qui est extrêmement élevé. On insiste toujours à une augmentation du salaire, du niveau du salaire américain, qui est directement, je pense, influencé par la politique fiscale de l'administration Trump. Donc, on a remis en quelque sorte des entreprises en condition d'augmenter les salaires. Et ça s'est produit, vous le voyez très bien, une accélération. Après, on avait déjà eu une croissance, mais finalement, 2016-17, c'était relativement stable. Et puis, finalement, une augmentation. C'est un effet indirect de la baisse d'impôts sur les sociétés aux États-Unis. Alors, et c'est probablement contraire à ce qu'on pourrait croire dans certaines, on va dire, dans certaines interprétations où en Europe, tout simplement, on a baissé les impôts sur les entreprises et on a retrouvé du pouvoir d'achat pour les salariés. Bon, très compliqué à expliquer, probablement en Europe en ce moment, mais c'est le cas. Donc, pour le reste, l'économie se porte bien au niveau immobilier. On les voit surtout ces graphiques. Mais par contre, qu'est-ce qu'on avait observé et comment on peut lire la décision de la Fed de finalement arrêter ces processus de normalisation de la politique monétaire? Alors, je pense que le premier impact venait de ce qu'on voit ici, c'est-à-dire un ralentissement
au niveau de la croissance mondiale qui a impacté également les États-Unis. C'est un ralentissement qui s'est fait essentiellement par les biens de consommation, donc l'investissement. Donc les biens d'investissement. Donc pas les biens de consommation, pas les consommateurs américains ou européens d'ailleurs ou asiatiques au passage, qui globalement a résisté à cette phase. Donc la consommation n'a pas eu d'impact majeur, mais par contre on sentait avec la guerre commerciale notamment un impact important sur la confiance des entreprises. Vous regardez typiquement les PMI, comme on dit, ou les PMI, les directeurs d'achat, on sent très bien qu'il y a eu une détérioration importante. Donc à ces niveaux-là, on voit que ce n'est pas qu'il y ait une réaction à une peur ou un scare, comme disent les Américains, donc la peur de ce qui s'est passé sur les marchés financiers au 4e trimestre, qui a motivé la décision de la Fed. Il y a quelque chose de plus profond. Et quelque chose de plus profond est lié à l'impact, comme je disais, de la guerre commerciale et des incertitudes politiques européennes sur la confiance mondiale, qui s'est traduite, encore une fois, tout d'abord par des investissements, non seulement aux États-Unis d'ailleurs, mais aussi en Europe et en Asie. On va les voir tout à l'heure. Au niveau de l'inflation, c'est là, ne posant pas de problèmes, la Fed a pu effectivement mettre en pause son plan. Donc l'inflation reste, comme vous le voyez, largement en deçà de l'objectif, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc la façon si je résume un petit peu la situation, j'aime bien cette petite phrase de Jamie Dimon, qui est le PDG de JP Morgan Chase, la plus grande banque américaine, qui dit finalement, somme toute, je dirais, les États-Unis se portent très bien. Et je ne fais pas la traduction, mais en gros, au niveau des chômages, ce qu'on vient de voir, les chômages baissent, les salaires montent, la confiance des entreprises reprend. Et les marchés immobiliers se portent bien. Donc, en quelque sorte, les marchés américains continuent de fonctionner comme d'habitude. Tout ceci repose quand même pas mal sur les consommateurs américains, européens ou asiatiques, on le verra tout à l'heure. En Europe, on est dans une situation assez semblable. Je vais aller vite. Donc, le taux de chômage qui continue de baisser, l'impact du QE sur les crédits est évident en fait ici à la consommation, mais aussi sur les crédits aux entreprises non financières. Donc, si on regarde, il faut pas oublier que ça c'est zéro et qu'on était en négatif, donc en contraction des crédits avant l'assouplissement quantitatif décidé par M. Draghi. Même constat, une baisse encore plus marquée probablement du PIB. C'est surtout les biens d'investissement, c'est surtout en Allemagne. Et donc c'est là, je dirais, quelque chose qui est devenu réel en fait. Donc ce n'était pas juste les marchés qui baissent et donc la Fed qui fait marche arrière parce que finalement on a peur et parce que M. Trump fait quelques tweets incendiaires à M. Powell. Ce n'est pas que ça. C'est aussi une réalité et des signes avant-coureurs des ralentissements importants. Pour moi et pour nous, ce qu'il faut lire dans tout ça, c'est encore plus la fragilité du système. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit bien à quel point le système est devenu fragile. Il suffit en quelque sorte, la menace d'une guerre commerciale pour que le système déjà ralentisse immédiatement et cale, en quelque sorte, au moins dans sa composante d'investissement. Donc, c'est pour moi assez révélateur, pour nous, je dirais, assez révélateur de la fragilité du système. Donc, pour le moment, sur la zone euro, on a là encore pas de problème d'inflation, donc on peut faire ce qu'a fait M. Draghi, c'est-à-dire très bien, on arrête les QI, mais au fond, on réduit pas les bilans. Et même la Fed, dans sa réduction des bilans, elle a décidé de l'arrêter à septembre 2019. Donc, en septembre 2019, on continuera à réinvestir tout simplement sur les actifs qu'on a déjà en portefeuille. Donc, il n'y aura plus de baisse du bilan de la Banque centrale américaine et aucune réduction, du bilan de la BCE est prévue à ces jours. Donc, vous voyez, certes, on a terminé la phase d'augmentation de la souplesse quantitative, mais on n'est pas sorti encore. Donc, si on regarde en Asie,
En Asie, on a connu, on les voit très vite, très facilement par les taux d'échange dollar, renminbi, des phases très très différentes. Donc, on a connu une phase d'appréciation donc du yuan, donc à l'envers, il faut les voir à l'envers évidemment, de dépréciation du dollar, suivi par des phases qui sont allées un peu dans tous les sens. Et aujourd'hui, en 2018, suite à la guerre commerciale, une nouvelle phase de dépréciation du yuan qui a été nécessaire en quelque sorte pour rendre un peu de compétitivité et atténuer l'effet de la guerre commerciale et des tarifs déclarés par M. Trump sur les entreprises asiatiques et chinoises en particulier. On voit d'ailleurs la même chose ici. On vous l'avait dit, on s'attendait à une baisse du prix de la production industrielle en renminbi, donc en devise locale, pour encore retrouver de la compétitivité. C'est chose faite. Donc finalement, la guerre commerciale sert bien les intérêts américains dans une discussion qui est en cours, mais elle a failli avoir un impact non pas vraiment sur la compétitivité asiatique, parce que ceci a été compensé, mais sur la confiance, sur les investissements. Et c'est là où, je dirais, on a trouvé une raison réelle pour les changements de cap de la politique monétaire américaine. Donc je passe un peu vite sur ça, mais ce qui me paraît important, donc on voit également, même si ce sont des chiffres qu'on sait être plutôt peu fiables, mais on voit quand même la tendance même en Chine. Ce qui me paraît plus important, c'est la réaction des autorités chinoises. Alors au niveau des taux à proprement parler, ils n'ont pas bougé depuis maintenant 2015. Rappelez-vous, ceci avait quand même engendré une quasi-implosion du marché action pendant l'été 2015. Donc ils n'ont plus osé les faire, mais ils ont trouvé un autre moyen de les faire, qui est les taux de réserve obligatoires. Les taux de réserve obligatoires, c'est les taux qui impactent en fait en quelque sorte la liquidité peut être utilisé, en fait, les bilans des banques, en quelque sorte. Vous voyez, on est passé de 20% à 13,5%. Donc, une injection de 7,5% du bilan de l'ensemble des institutions financières chinoises, c'est absolument colossal. Vous voyez comme, suite à la réaction de l'économie à la guerre commerciale, donc cette perte de confiance. Il faut quand même imaginer, en Chine, c'est un pays qui est en surcapacité. Lorsque vous êtes plus convaincu de la capacité à exporter vos produits, finalement, vous décidez de ne plus ou de réduire tout simplement l'investissement. C'est ça qui s'est passé au niveau mondial, et évidemment les producteurs allemands, ils en ont pâti. Donc si on est sur ça, on voit la réaction, une réaction très importante. On voit surtout quelque chose alors c'est dense, mais je regardais juste janvier 2019, une réaction qui se fait pas que du côté de la politique monétaire, mais également de la politique budgétaire et fiscale. On baisse la TVA, on a vu les taux de réserve obligatoires, donc ça c'est la politique monétaire. On baisse l'IS. Donc voilà, tout ça c'est et on fait des plans de relance pour les consommateurs. Donc ce sont des mesures très importantes qui vise à relancer l'économie à la fois dans sa composante de consommation, mais surtout au niveau des investissements. Donc on est dans ces situations dans lesquelles les marchés financiers ont pris peut-être encore déjà de l'avance. Il est possible, très possible, que l'action concertée des banques centrales puisse nous remettre sur ou enrayer les risques d'une récession, certainement gagner du temps. C'est tout à fait possible. Donc on est dans ce scénario-là. Maintenant, la réalité, c'est que tous ces mesures ne changent en rien la tendance et l'aggravation des déséquilibres du système. Et c'est toujours ça qui nous préoccupe, et c'est que nous traitons avec la stratégie des couvertures macro. Vous voyez la tendance de la dette qui reste très importante, et vous le savez, on aime beaucoup ceci, la dette des entreprises non financières en Chine qui reprend le schéma d'autres, on va dire d'autres crises qu'on a vues dans le passé. Donc tout ça, vous vous souvenez, il y a 3 mois, je vous avais dit, et c'est quand même assez
on va dire drôle de s'en souvenir. Donc en début janvier, j'avais dit on est optimiste. Vous vous souvenez, quand tout le monde était pessimiste à ce moment-là. Maintenant, je dis on est un petit peu plus prudent. Je pense que on est dans une situation dans laquelle on va encore continuer pendant un certain temps à bénéficier de cette nouvelle donne budgétaire et monétaire. Mais les déséquilibres, en fait, la racine des problèmes est loin d'être résolue. Au contraire, on ajoute au déséquilibre du système. Donc, la preuve, vous l'avez, on est toujours à des niveaux de valorisation extrêmement élevés, par exemple sur les entreprises et au niveau du crédit, où on sait que les principaux problèmes résident, on est toujours à des niveaux extraordinairement élevés sur par exemple les marchés des prêts à effet de levier. Là, on est sur vous l'avez vu, sur des niveaux qui sont extraordinairement élevés. Donc, quand on regarde également la qualité la qualité de ces prêts, on peut véritablement se poser des questions compte tenu également des taux ou des prix auxquels ils sont proposés. Donc, je passe rapidement sur ces slides qui amènent quand même à la conclusion essentielle, qui est de dire attention, c'est des cycles. Je vous présente souvent ces slides, parce que j'aime beaucoup, c'est la yield américaine sur plusieurs décennies. Il y a un moment où on a des excès, il faut purger les systèmes des excès, et comment on les fait? Tout simplement par des défauts. Donc c'est pas une question des si, c'est juste une question de quand, il faut s'en souvenir. Donc à ce niveau-là, les risques et ce que j'appelle la réflexivité. Donc ces entreprises aujourd'hui ont repris, comme le disait Bertrand dans la présentation, au niveau des fusions d'acquisition, par exemple, on a repris après une pause assez irréelle pendant laquelle, je crois, il y a eu presque une trentaine de jours aux États-Unis pendant lesquels il n'y a pas eu de financement du tout d'acquisition. On a repris des plus belles, les crédits est redevenu disponibles, pas cher à nouveau. Donc on a j'aime bien cette expression, on a fait un nouveau tour des manèges, c'est réparti, les manèges sont répartis, mais tout de même, cet cercle vertueux pourrait s'arrêter et s'inverser, et alors les problèmes sur quoi ils peuvent en quelque sorte porter, c'est au niveau de la dette. On en a parlé, hein, ce sont des dettes qui sont mal pricées. Il y a du mauvais pricing et du mauvais potentiel allocation irrationnelle des capitaux. Donc là-dedans, vous pouvez avoir des défauts et des réductions de la valeur de ces instruments de façon très importante. Ceci est lié évidemment au prix des actifs en général. Donc si la dette s'ajuste, les autres actifs le feront aussi, comme dans l'essence actuelle, c'est-à-dire la dette montant, les autres actifs ont monté. Et finalement, la croissance économique qui va être impactée. On sait qu'on a cherché, grâce aux assouplissements quantitatifs, aux politiques conventionnelles et non conventionnelles pendant plus de 10 ans, à en quelque sorte éviter les plus mauvais, les risques les plus importants dus à la crise financière. Mais au fond, on n'a pas réglé les problèmes, et donc c'est là où vous voyez sur ces trois aspects que vous voyez l'impact potentiel du risque. Donc, que faisons-nous là-dedans? Vous savez, on avait quand même beaucoup travaillé en 2017 pendant une période de grande stabilité pour créer un portefeuille des couvertures macroéconomiques importants. On avait tiré bénéfice l'année dernière, notamment au 4e trimestre. Et puis, finalement, on a quand même utilisé la fin 2018 pour ajouter deux positions qui nous paraissaient assez intéressantes. La première sur les pétroles, puisque nous avons une position très en dehors de la monnaie et à très longue échéance. Donc on parle de mars 2022 sur les futurs oil, donc futurs Brent, uniquement sur les fonds UCITS. Et pendant les trimestres, c'est quelque chose qu'on a fait, on a réussi à élargir les périmètres de notre position sur les tranches de l'investment grade, ici les CDX, non ce qui était historiquement seulement sur Value at Fund, à l'ensemble de nos fonds. Donc aujourd'hui, vous les retrouvez sur l'ensemble de nos fonds. Juste pour donc les notionnels est ici, 15% sur les non-UCITS et 10% sur les UCITS.
Je vais terminer en vous rappelant juste ce que c'est cette position, puisque c'est la nouveauté, les mouvements, on va dire, du trimestre. Alors, juste un démo. Il s'agit simplement d'une tranche des pertes sur CDS. Alors qu'est-ce que c'est? Concrètement, comme je le disais depuis longtemps, on cherchait depuis plusieurs années à protéger les risques de défaut corporate, en plus, en quelque sorte, du risque de défaut des entreprises financières qu'on couvrait par les CDS sur dette financière. Donc, comment on les faisait? Comment on a essayé de les faire? Pardon, on a essayé de les regarder du côté de la yield, de la dette spéculative. Mais au fond, si vous regardez la courbe à haut, on se rend compte que sur plusieurs années, les coûts de protection étaient élevés. On n'arrivait jamais à trouver une solution là-dessus. Donc, du coup, on a un peu changé de stratégie. On est allé regarder du côté de la dette non spéculative, donc la dette comme investment grade. Donc sur l'investment grade, on a en fait assisté à une quelque sorte une détérioration très importante de la qualité de cette dette, mais en même temps, bon, on va le voir tout à l'heure, ceci n'a pas eu vraiment d'impact sur les prix ou les primes des couvertures. Donc on va regarder ça sur les premiers points. Donc pourquoi cette dette s'est détériorée? Vous voyez tout simplement la dette investment grade suite aux actions des banques centrales a changé de nature et aujourd'hui est composée en grande partie des dettes triple B, donc qui est à l'échelon juste je dirais, supérieur par rapport à la dette spéculative. Donc tout en étant, je dirais, d'une physionomie totalement différente par rapport à la dette qu'on pouvait avoir encore il y a 5 ans, je disais les coûts de protection n'ont pas changé. Vous pouvez les voir de façon encore plus importante et plus, je pense, assez évidente par cette comparaison. Là, on est en 2011 contre 2018 et on voit les émetteurs. Les émetteurs investment grade américains, on peut comparer leur niveau de soutenabilité de la dette de 2011 par rapport à 2018 et on voit un cadre très très différent. En comprenant juste ici à gauche, vous voyez les entreprises qui avaient un levier inférieur à 1 une fois l'EBITDA étaient donc en 2011, on va dire à peu près 12-13%. Aujourd'hui, elles sont que peut-être 3 ou 4%. Si on regarde surtout de l'autre côté du tableau, on voit que les entreprises qui sont entre 3 et 4 et plus de 4, vous voyez la différence. Donc on est passé par exemple sur les 4 et plus, en 2011 on était allé à environ 10% peut-être, un peu moins, 9 au niveau des entreprises qui avaient un effet de levier, qui avaient du levier supérieur à 4 fois. Aujourd'hui, je crois qu'on dépasse les 20%. Donc c'est quand même très important. Donc de la même façon ici, si on cumule même au niveau de 2 et plus, le constat est le même. Donc on voit que les niveaux de risque a radicalement changé, c'est l'effet des triple B et c'est l'effet en généralement de l'endettement qui n'a pas cessé d'augmenter parce qu'il était de moins en moins cher. Donc c'est ça qui a créé ces situations. Donc ce qui est important de souligner aussi, c'est les risques liés à la dette corporate investment grade, pardon. La dette corporate investment grade, elle est potentiellement dangereuse parce que si, en cas de crise, on a du downgrade, la masse que nous avons au niveau de cette dette, elle est, donc la dette triple B, vous voyez, elle est énorme par rapport à celle à yield. Donc finalement, il n'y a pas suffisamment de profondeur pour absorber des éventuels fallen angels, comme on dit, de la dette qui perd sa qualité d'investment grade et rentre dans la yield. Mais finalement, vous voyez, ça c'est juste pour vous donner une idée, aujourd'hui, ça c'est le marché du triple B. Il est en bleu et les marchés de la yield, vous les voyez, il est en orange. Donc vous voyez que les dimensions ne sont pas du tout comparables. Donc en cas de crise, il y a un risque extrêmement important je dirais, absorption
du nouveau high yield qui viendrait, comme les KDJ, par l'investment grade. Donc c'est un risque très important qu'il faut pas sous-estimer en cas de crise ou de détérioration du marché du crédit au sens large. Donc, du coup, nous avons opté pour quelque chose d'un peu original, hein, j'en conviens. Donc, on a acheté des tranches des CDS qui sur l'indice CDX Investment Grade. Pour le moment, on est sur la série 29. Donc celle qui arrive à échéance en décembre 2022. On passera sur la 31 très probablement dans les mois à venir, surtout si les conditions des marchés restent calmes comme elles sont en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on vise concrètement? On vise une tranche de perte 7-15%. Alors, ce n'est pas un CDS. Vous vous souvenez, Florent Bersani avait expliqué la différence il y a 3 mois. On est véritablement sur la perte sèche. Donc, il n'y a pas des notions de recovery. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les CDS. Donc, il n'y a pas lorsqu'il y a un défaut, globalement, on a, imaginons pour 100 € des notionnels, généralement, on ne perd pas la totalité. On a une partie qu'on récupère. Donc ici, on s'intéresse uniquement à la partie non récupérée, c'est-à-dire à la perte sèche. Donc, l'avantage pour nous, c'est que c'est très réactif. C'est-à-dire du moment où on devait imaginer une crise importante au niveau mondial et imaginons que c'est la série composée de 125 entreprises américaines notées investment grade au départ, si on commence à avoir une détérioration et des downgrades à ces niveaux-là, et imaginez que certaines de ces entreprises passent des investment grade à yield, on va voir très très vite un rerating du prix de la couverture. Et c'est ce qui nous intéresse. Alors, 7-15%, il faut savoir, c'est quelque chose qui n'est pas pricé dans les marchés. C'est-à-dire aujourd'hui, il s'agirait d'un niveau plutôt high yield. Vous voyez, au niveau high yield, si vous l'avez regardé, je reviens en arrière pour vous montrer quelque chose. Pardonnez-moi. Regardez, un défaut de l'ordre de 12% ici, sur l'échelle de gauche, c'est ce qu'on peut avoir typiquement, classiquement, dans la yield. Donc là, on est sur l'investment grade. Vous voyez ce que je veux dire? Donc et nous, on a acheté, en quelque sorte, la protection entre 7 et 15%. Pourquoi? Tout simplement parce que je vous disais tout à l'heure, la qualité économique de l'investment grade est extrêmement, elle est beaucoup plus proche aujourd'hui de la yield qu'il ne l'a jamais été. Donc c'est pour ça qu'on peut faire ce genre d'opérations parce que les marchés ne l'ont jamais vu. Les acteurs du marché n'arrivent pas à imaginer une éventualité de ce type-là. Donc, nous avons une fenêtre d'opportunité aujourd'hui dans un marché extrêmement calme de les faire, ce que nous avons fait en 2018. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire pour cette opération. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Et pour terminer, juste les payoffs donc potentiels, c'est 100% du notionnel, contrairement au CDS qui lui prendra en compte la recovery, c'est-à-dire ce qu'on récupère d'éventuelles pertes. Je termine sur cette diapositive, sur cette slide, dans laquelle vous avez toutes nos couvertures macro en place avec leur notionnel pour les UCITS et les CDS. Je vous remercie de votre attention et peut-être Franck, on passe à côté, c'est ça? Oui, on va passer à côté. Merci. Merci.